En général, quand je reçois un invité, c'est que je lui envoie un message par email ou sur Instagram, mais cette fois, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'était un jour de fin d'année 2019 et je vais dans un sushi à volonté, comme j'ai l'habitude de faire avec mes amis. Et tu sais, moi j'ai une mémoire visuelle. Et dans le sushi à volonté, je croise un gars. Je sais que je l'ai déjà vu quelque part, tu vois, mais je sais pas où. Et au final, on commence à discuter, etc. Et il se trouve que c'est un humoriste que j'avais vu dans un comedy club. Alors, si t'es un de mes amis, j'ai forcément dû t'emmener dans un comedy club où on a forcément dû en parler. Mais bon, si tu connais pas très bien ce que c'est, je vais t'expliquer. Un comedy club, c'est un lieu où des humoristes font du stand-up. Qu'est-ce que c'est le stand-up ? C'est simplement un genre de spectacle où les humoristes, au lieu de prendre un personnage ou des accessoires, s'adressent directement à toi. Il y a une manière très spontanée dans le stand-up, ce qui fait que t'as un peu l'impression que c'est un pote à toi qui te raconte simplement une histoire drôle, quoi. Alors en général, les comedy clubs, c'est des petites salles où les humoristes viennent tester leurs nouvelles blagues. Alors des fois c'est drôle et des fois ça fait des bides, mais bon, c'est le jeu et tout le monde l'accepte. Si t'es pas déjà allé dans un comedy club, je te conseille fortement l'expérience, c'est très très cool. Et donc revenons à notre histoire, l'humoriste que j'avais vu au sushi s'appelle Nicolas Thépeau et je l'avais vu dans un comedy club mythique de Paris qui s'appelle le Paname Art Café. Et je continue à discuter avec Nicolas et tout, et je lui demande comment s'inscrire au Panama Art Café, etc. Comment ça se passe, comment le stand-up ça marche. Et il commence à penser que je veux faire du stand-up, alors que pas du tout. Je lui pose la question parce que c'est vraiment mon activité préférée à Paris. Et à la fin de la discussion, je lui prends son Instagram. Et d'ailleurs, je tiens à dire, si Nico t'écoute, merci mec, t'as été vraiment ultra cool. Vraiment, vous imaginez pas comment il a été cool pendant cette petite discussion, donc je tenais à te remercier. Et quelques temps après, je lui envoie un message pour dire Hey Nico, je commence à avoir l'idée de faire un podcast et tout, ça te dirait de faire un épisode ensemble. Malheureusement, il me dit qu'il peut pas, mais qu'il va essayer de chercher des potes qu'il connaît qui seraient chauds. Et voilà comment j'ai rencontré Ellie. Alors l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'épisode le plus long que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais c'est parce que ça a été ultra cool, j'ai vraiment trop kiffé. Je te remercie Ellie. Tu vas apprendre plein de trucs sur le stand-up et j'espère que ça te donnera une image plus précise de ce que c'est. Et je pense notamment à deux de mes potes là qui veulent faire du stand-up. Je vous salue les gars. J'espère que vous pourrez avoir quelques tips. Parce que même si Ellie est encore à ses débuts, tu vas voir, il est vraiment motivé. Donc Mike et Valentin, bon courage. Comme d'habitude, tu peux retrouver tous les liens, le Facebook de Nicolas, le Facebook d'Ellie, dans la description. Et nous, on se dit à la semaine prochaine et bonne écoute. Salut Ellie. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît ? Alors moi c'est Eli, j'ai 26 piges et je fais du stand-up sur Paris depuis 1 an et demi. Et je vends du jambon aussi à côté. Ok. Voilà. Pour vivre, c'est ça ? Pour vivre. Ouais. Pour payer mon loyer. Et à quel moment tu t'es dit ouais, ok, j'ai envie de faire rire des gens ? J'ai fait une école de commerce à la base. Voilà, donc j'ai fait 5 ans d'études. Après j'ai travaillé dans pub parce que je voulais faire de la pub. Et je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ce que je voulais faire, il n'y a pas vraiment de côté artistique, c'est plus... on est pas mal muselé quoi, tu proposes 10 idées, il y en a 2 qui sont un peu éclatées, qui sont très faciles quoi, de leur normal, et c'est celles-ci qui sont toujours choisies, et je me suis dit ok, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Et après j'ai travaillé chez M6 un petit peu en vente, c'était pas très intéressant non plus, et j'ai eu 7 mois de remise en question, je sais pas ce que je voulais faire. J'étais ici chez moi. Et je dis qu'est-ce que tu veux faire ? Faire du pognon pour faire du pognon, ça m'a jamais intéressé quoi. C'est pas. Je dis. Et il y a qu'un truc qui me plaisait vraiment, c'est faire des blagues, et écrire. J'ai commencé en fait pendant ces 7 mois-là aussi. J'ai toujours un peu écrit, mais comme je suis dyslexique, j'aimais pas trop l'écriture. Tu vois, tu le montres pas. Là, c'était une façon d'écrire et d'aller jouer après et tout. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, donc je commençais à écrire pas mal. Et je me suis dit, s'il y a un endroit où tu peux le faire, c'est là, donc vas-y fonce et on verra ce qui se passe. Mais t'écrivais des blagues ou... Un peu, des blagues, des textes, des histoires, un peu genre du rap ou des trucs comme ça. J'aime bien les belles phrases, les beaux... Ouais, j'ai vu ça sur Instagram. Il y a des trucs, ouais, c'est ça, j'aime beaucoup le rap, j'aime trop le rap. Il y a des phrases qui me font tourner la tête. Et même des vieux chansonniers, moi, Francis Cabrel, il y a des phrases qui me... Waouh, c'est trop beau, quoi. Ouais. Et donc il y a ça, j'ai un rapport aux mots qui est ouf, enfin que j'aime en tout cas. Et moi ce que je sais le mieux faire, c'est faire rire les gens quoi. Donc je me suis dit le stand-up. Et puis je me suis dit longtemps, j'ai regardé genre tous les comment c'était sur la 2 avec Ruquier, on ne demande qu'à en rire. Je les ai tous regardés. J'ai regardé tout et puis je me disais ouais, je sais pas, c'est pas ça a l'air pas mal quoi. Ouais, j'irai en voir plein quand je serai à Paris, tu vois. Ouais.
Je crois que j'ai pas voulu me l'avouer tout de suite. Et en fait, il y a que ça qui me plaît, quoi. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout. Parce que tu viens pas de Paris à la base, c'est ça? Non, je suis d'Orléans. Bah, j'ai fait Orléans jusqu'en BTS. Après, je suis allé à Tours pour l'école de commerce. Ensuite, je suis parti 1 an en Australie. Ensuite, je suis allé. Mon école de commerce, elle a coulé à Tours. Du coup, après, je suis parti à La Rochelle. Et après, je suis arrivé sur Paris. Genre, elle a fermé pendant que tu y étais? Ouais. Alors, en gros, tu payes 20 000 balles. Tu fais tes 2 premières années. Et ils disent il y a moyen que vous ayez pas de grade. Ça va pas être reconnu votre diplôme par l'État. Et tu fais ah ouais, 20 000 balles quand même. Et on fait quoi? Et ils disent bah peut-être on va vous trouver des solutions pour aller dans d'autres écoles et tout. Ok. Mais ça vaut quand même ce qu'on a fait? Ouais, ça vaut. En fait, t'en sais rien. Puis comme tout le long, ils ont essayé de te balader, non, vous inquiétez pas, ça va le faire. Vous inquiétez pas. Et puis au final, ils disent là, c'était le dernier recours, ça marche pas. On n'a pas nos grades et tout. Je fais ok. Wow. Ouais, c'est dur. Hein. Enfin, vous êtes dégoûté. Les parents, ils doivent devenir fous. Ouais. Le banquier est pas content. Ouais, mais écoute, c'est comme ça. Et pourtant, je te jure que c'était trop intéressant ce qu'on apprenait. Le mec, en fait, c'est Patrick Moll. C'est un mec qui a dit on va faire une école comme les Américains. Fuck l'État, fuck l'administration. Ce qui va faire la renommée de mon école, c'est mes étudiants. Sauf que ça marche pas comme ça en France. Et l'État, il a dit fuck Patrick Moll. Et voilà. Mais il avait pas signé des accords pour les bachelors ou les masters ou des trucs comme ça. C'est beau. Parce que je crois que pour les écoles d'ingénieurs, par exemple, même si genre l'école, on lui retire son titre alors que t'es dedans, toi, vu que t'es rentré dans l'école et que ton école avait le titre, bah t'auras quand même le titre d'ingénieur, tu vois. Okay. Bah, mais je sais pas si... Je crois que là, il y avait un truc qui buguait avec les concours d'entrée. Ah. Là, ils avaient fait des concours d'entrée un peu plus ouverts. C'est peut-être pour ça que j'ai réussi à rentrer aussi. Hein. Mais après, au final, bah, on rentre comme ça. Et puis, quand je suis arrivé à La Rochelle, j'étais avec des gens qui avaient fait des études genre classiques, école de commerce, et ils étaient pas meilleurs que moi. Donc finalement, il avait raison quelque part. Enfin, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de BTS. Bac pro BTS, il y en a peu qui rentrent en école de commerce. Je pense que c'est. C'est un peu rare. Ouais. C'est rare comme cursus. J'ai une amie, mais. Ouais, tu vois, c'est plus prépa. C'est plus prépa. Souvent, c'est prépa ou IUT ou des trucs comme ça, tu vois. Et au final, arrivé en école de commerce, bah, tu te rends compte que si tu taffes, t'as le même niveau que tout le monde, quoi. Et c'est con de fermer des portes à des gens. Moi, je trouve. Et du coup, ils vous ont aidé pour passer à La Rochelle ou c'est toi qui t'es débrouillé? En gros, il y avait soit tu restais là, tu finissais l'année et tu faisais pas de césure. Et moi, j'avais trop besoin d'apprendre l'anglais parce que j'avais pas de niveau en anglais. Soit t'allais dans les écoles partenaires, il y avait Clermont, La Rochelle, il y avait 2 autres. J'ai pas envie, la flemme d'aller à Clermont. Et je voulais faire une année de césure pour avoir un bon niveau d'anglais, quoi. Puis l'Australie, quoi. Ouais, c'est pour ça que t'es parti en Australie. Ouais, c'est pour ça que je suis parti en Australie apprendre l'anglais, quoi. Et pour en revenir à la première question, du coup, le stand-up, c'était pas du tout... Enfin, t'en rêves pas depuis que t'es petit, quoi. C'est plus tu l'as découvert au fur et à mesure. Le stand-up pur... j'ai quand même été élevé avec genre les cassettes d'Eli Kaku, des choses comme ça. Ouais. J'ai quand même vu ça depuis tout petit. Mon père est quelqu'un de très très drôle. Il fait tout le temps des blagues, c'est lui qui est drôle en repas de soirée, en repas de famille. Et j'ai une famille, du côté de mon père en tout cas, il faut vanner. Si tu vannes pas, t'es mort. T'es mort dans l'œuf direct. Donc t'es obligé d'avoir un peu de répartie. De travailler des skills et tout. T'as pas le choix. Et je pense que ça m'a formé un peu à la répartie et tout. Mais je pense que c'est... Ouais, après, c'est quelque chose qui était dans un coin de ma tête. Mais un peu, je voulais pas l'avouer tout de suite. Ça paraît quand même... prétentieux de dire ouais, je vais devenir une star, je veux que les gens ils m'aiment et tout. Je sais pas si c'est ça qui me plaisait. Là, c'est vraiment moi, c'est mon côté, c'est les côtés écriture et aller dire des choses à des gens et qui kiffent, quoi. Ouais. Si je peux les faire rire et un peu réfléchir, ça me fait plaisir, quoi. Donc tu finis ton stage à Paris. Pendant 6 mois, tu fais rien. Non, grosse remise en question, ouais. Et après, tu décides d'aller faire du stand-up. Donc, tu commences par quoi? J'envoie un message à une scène et je dis à plusieurs scènes, plusieurs plateaux. Je leur dis voilà, je me lance dans le stand-up, est-ce que je peux venir jouer 5 minutes, quoi. Sur Facebook? Sur Facebook. Mais t'avais déjà préparé quelques... Ouais, mais que quand il te dit ok, bah, tu te rends compte que tout ce que t'as fait c'était claqué, quoi. Entre écrire sur ton carnet et dire c'est un peu drôle et tout, et te dire je vais le jouer devant des gens, ton texte il faut que tu le revoies 1000 fois, quoi. J'ai quasiment tout réécrit, quoi. C'est pas la même pression. Avant d'y aller ou après l'avoir fait?
Je me rappelle, il me dit. Je lui envoie un message, il me dit ok, ouais, dis-moi. Ouais, juste, t'as envoyé à qui du coup No Name Comedy Club. C'est un truc connu à Paris ou moi je connais pas? Bah, là, les plateaux à Paris, tu sais, genre ça Il y fait en a un tellement. an max. Et après ça s'arrête. Souvent, c'est 6 mois. C'est quelqu'un qui ouvre son plateau, il joue un peu. Une fois qu'il a vu un peu comment ça se passait, qu'il a fait des connaissances, il va jouer sur d'autres plateaux. Et il y a un nouveau plateau qui s'ouvre. C'est un peu ça l'idée, quoi. Et juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent, un plateau c'est juste plusieurs humoristes Ouais, c'est qui ça. passent Ouais. les uns après les autres et ils font des blagues. Ouais. En général c'est 5 minutes. En gros, c'est comme on n'a pas assez de matériel pour faire 1 heure ou pas assez pour faire un spectacle. On réunit 5-6 humoristes. On fait. Ça dépend des plateaux, mais c'est entre 5 et 10 minutes chacun. Et comme ça, bah, le spectateur il vient, il a 1 heure de spectacle. De spectacle. Ouais. Et en plus, en théorie, comme t'as que 10 minutes, bah, tu condenses un peu ton truc et t'essayes de faire quelque chose de marrant, quoi. Et c'est comme ça qu'en général les artistes, que ce soit les plus grands ou les plus petits entre guillemets, s'améliorent parce qu'ils viennent tester leurs blagues et C'est ça. Ok. Tu testes. Le test, c'est marrant parce que c'est ça qui est compliqué un peu dans le stand-up aussi, c'est que la première fois que tu écris quelque chose, tu sais pas si c'est drôle. Le seul moyen de savoir si c'est drôle, c'est d'aller le jouer. Donc il y a une chance sur deux que tu bides avec ton... En gros, tu sais que pour écrire un nouveau sketch, un nouveau 5 minutes, un nouveau Ouais. 10 minutes, tu vas prendre cher au début. C'est un peu maso. Hein. C'est genre... ça va être claqué. Voilà, je vais faire 3 scènes, ça va être claqué, je vais rentrer chez moi, je vais pas être bien. Et au bout d'un moment, ça va être mieux. ouais, en plus c'est un art tellement dur parce que enfin, tu vois, tu peux être peintre, tu peins, tu t'affiches ton truc, mais tu vois pas les réactions des gens directement. Non. Alors que là, tu le vois direct quoi. Si c'est nul, tu sais, si c'est bien, tu le sais quoi. T'as pas ta réponse. C'est tellement ça fait mal. Ouais, c'est dur. J'avais un pote, je parlais avec une pote, son mec il est chanteur, tu vois. Chanteur, t'attends pas de rire. Tu vois, le mec au mieux il kiffe, il bouge la tête, et au pire il aime pas, il est quand même là, tu vois, il bouge la tête. Moi si je fais une blague et que j'attendais un rire là, je dois cacher le fait que je suis triste. Ah merde, dans ma Je tête la kiffais c'était trop, tellement drôle. Ouais. Et là je le fais, il y a personne qui rigole, je fais oh merde. Ouais, c'est vrai. Et les gens, en général, ils simulent vraiment pas, quoi. Non. Ils font pas semblant. Ah, tu vois rarement quelqu'un qui fait jamais. Ouais. Si c'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est comme ça. Mais au moins, tu rentres, tu sais, cette blague elle est Ouais. éclatée, tu changes. C'est un art honnête, quoi. Ouais. Les Un gens, peu. ils trichent pas, quoi. Non, tu peux pas trop tricher. Ah, il y a des techniques un peu quand même. Tu vois, il y a des techniques de blague. Si tu parles tout le temps de la bite, ça fait rire. Tu vois, Ouais, même ouais. si- Le sexe, ouais. ouais, ça fait tout le temps rire. Il y a des mots comme ça, il y a des sujets comme ça. De temps en temps, t'en mets une ou deux pour refaire partir l'ambiance, tu vois. Il y a des gens. Donc, il y a des petits moyens de tricher comme ça, mais en fait, c'est pas vraiment de la triche, tu vois. Mais si t'arrives à faire rire sans parler de sexe, tout ça, tout le long, bah là, t'es fort. Si tu ramènes tout le temps un petit côté sexe ou il y a des petites techniques faciles, quoi. Il y a la règle de 3 ou des choses comme ça. Mais du coup, juste après, je te laisse finir, désolé. Ton cerveau, quand t'es sur scène, ton cerveau, il est tout le temps en train de, genre, plus ou moins calculer, ouais, là, ok, je me suis pris un bide, donc faut que je sorte un truc qui va faire rire. Enfin, Ça arrive. Ouais, soit tout se passe bien. C'est pas tout le temps, c'est pas souvent. Et là, t'es à fond dans ce que tu racontes. et tu continues ce que t'as prévu. Ouais, et t'es dedans et ça passe. Tu vois, tout passe. Même si c'est un peu moins drôle, tu continues. En fait, mais pour de vrai, c'est ça l'objectif. Hein, c'est de pas se laisser avoir. Et normalement, quand tu deviens vraiment fort, t'attends plus de rire à un moment donné. C'est tu parles et ça rigole. Et voilà, tu vois, juste tu parles et tu fais pas nanana nanana. Et t'attends. Ouais, le ouais, rire, ça, tu je vois. déteste les humoristes qui font Mais- ça. Il y a des rythmes, tu vois, genre Paul Mirabel. Ouais, je connais. Et ben, quand il parle, il a un rythme et à la fin de chaque phrase, ça fait rire, tu vois. Mais il y a donc il faut le rythme aussi, c'est important, tu vois. Mais quand c'est trop téléphoné, genre, Ouais. ah, c'est là que Des vous fois, tu devez la vois rire. venir, ouais. Si le public voit venir ta blague avant, bah, c'est qu'elle est claquée. Mm. Si le mec il peut la faire à ta place, c'est que t'as pas assez cherché, Pour en revenir au no name, quoi. Ouais. donc tu te dis, ouais, il faut que j'envoie un message. Le gars, qu'est-ce qu'il te répond? Il me répond quelque chose de genre ouais, je te retiens au courant. Le lendemain, il m'envoie lundi, il y a quelqu'un qui est pas là, tu peux venir. Et on était genre jeudi. Ça faisait combien de temps que t'écrivais ton 5 minutes? C'est des trucs que j'avais sur le côté, je sais pas, ça faisait bien 3-4 mois qu'il y avait des trucs, j'avais un cahier rempli de textes, quoi. Et là, qu'est-ce que tu ressens? Ah, je me dis, waouh, bah, excité, apeuré, quoi. Vraiment, c'est ça, c'est ah, oh, tu vois, un mélange Qu'est-ce de- que j'ai fait? Ouais. Mais en même temps, franchement, vachement un peu pressé d'aller me confronter à ça et voir si ça va bien se passer, quoi. Parce que t'avais aucun pote qui faisait du stand-up Non.
personne. Non, mais j'ai commencé quelque chose comme octobre-novembre 2018. Et j'allais déjà en voir beaucoup avant quand je travaillais. Et j'avais commencé à parler avec des mecs, Ayoub Marceau, j'avais parlé un petit peu. J'avais échangé un petit peu avec Shirley aussi. Shirley Chouanon. Ouais. J'étais allé au bordel et j'avais vu Shirley et Rémi Boy, on avait échangé un petit peu. Très 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 ouvert, très très cool les deux. Ils m'ont dit si tu en fais, lance-toi, vas-y fonce. Et on se ramenait à se recroiser, tout ça, vraiment détente. Trop stylé. Ah ouais. Et tu te dis putain, les gens sont cool, tu vois. Ça existe. Ouais. En fait, les gens qui ont ces pairs, ils sont cool de ouf. Les gens hauts, ils sont plus cool. Il n'y a pas de concurrence pour eux, ils sont déjà très très hauts. Et ils sont cool. Du coup, comment ça s'est passé la première scène au No Name? Il y avait quasiment que mes potes dans la salle. Il y a deux parties. Il y a les gens qui disent je veux pas que mes potes viennent. Et je comprends, tu vois. Parce que tu vas être éclaté de ouf. Et le problème, c'est que tu vas rentrer et eux, ils vont se rappeler que t'étais éclaté de ouf, tu vois. Ça va clasher pendant 3 mois. Tu peux mourir, tu peux mourir au prochain verre avec les copains. Mais écoute, ça s'était pas trop mal passé. Moi, je crois que j'avais besoin du soutien, tu vois, aussi. Mes potes, c'est mes potes. Je sais qu'au pire, ils vont me clasher, mais c'est quand même bienveillant et tout. Et je pense qu'ils étaient genre 15-20, tu vois. T'as ramené 15-20 potes? Ouais, je crois. Je crois qu'il y avait que mes potes dans la salle. C'est fou. Ouais. C'est mes vrais potes. Et vas-y, je fais beaucoup de blagues faciles. Quand je revois le texte, c'est pas incroyable, mais ça marche un peu. Ils ont rigolé? Ouais, ils ont rigolé. Ouais. Mais est-ce que c'est pas un peu traite de ramener ses potes dans le sens où tu sais pas s'ils rigolent vraiment parce que t'es drôle ou tu vois ce que ça je veux les met dire. dans un mood déjà prêt à rire. Ouais. Peut-être que c'est ce qu'il me fallait pour commencer. Ouais, non, je dis pas parce que par exemple, je crois qu'au Paname, quand tu veux, c'est une autre scène à Paris, c'est ultra connu. Il y a plein d'humoristes qui ont commencé. C'est comment on peut dire ça? Le Real de Madrid avec le Jamel Comedy Club, c'est les deux plus gros. Les deux plus gros, voilà. Ouais. Et du coup, au Paname, je crois que quand tu commences, t'es obligé de ramener un pote à toi, au moins dans le public. Plus 2, on appelle ça. Ok. Il te faut un plus 2, il faut que tu ramènes 2 potes. 2 potes à toi. Et il y a quelques scènes qui font ça aussi. C'est pour mettre à l'aise les débutants. C'est pour avoir du public. Aussi? Ouais, c'est pour avoir du public. Même le Paname, ils ont besoin de... Là, tu joues à 17h. Ah, ouais, ok. Ouais, à 17h, il n'y a pas grand monde. Mais si tu vois, tu as 5 artistes qui ramènent 2 personnes, tu as 10 personnes dans la salle, tu peux jouer. Si personne ramène... tu vas te retrouver devant 3 personnes et c'est un peu plus galère, quoi. Ouais. Et puis, vu que c'est tous des débutants, c'est pas très vendeur. Ouais, mais je veux dire, il y a forcément des gens que tu connais pas et du coup, eux, ils vont plus ou moins rire à ce que tu fais. Et puis, en vrai, une salle à 3 personnes, c'est plus difficile de faire rire 3 personnes que 400 personnes. Ah ouais? Bah ouais, parce que 3 personnes, les gens, ils se voient. Ils se sentent. C'est ça. Ils peuvent se juger et tout ça. Tu vois, surtout que le Paname, le Paname et d'autres salles, quand c'est un peu allumé, ils se voient et les gens, ils sont un petit peu plus... Alors que 80 personnes... Et puis, il y a une énergie. Il y a un truc, tu sais, le rire, c'est communicatif. Donc, si tu balances, ça commence à rire à droite. Puis, il y a une fille qui a un rire un peu rigolo. Donc, ça fait re-rire. Et puis, plus tu ris, plus tu libères de l'endorphine, plus tu vas rire, tu vois. Donc, faire rire 300 personnes, c'est très facile. Tu peux pas bider devant 300 personnes. Tu penses? Tu peux, si t'es éclaté, tu vois. Mais si t'as un texte un peu correct, préparé, ça va. Le plus dur, c'est jouer devant 3 personnes, quoi. Vraiment, c'est dur. T'as déjà fait? J'ai fait 2 personnes. Et alors? C'était dur. C'était dur. Mais dans ce cas-là, tu dis de toute façon, je vais bider. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. T'acceptes. Tu peux pas les faire rire fort, tu vois. Et puis même, ils sont là, tu sais, ils sont contents. Ils sourient, ils aiment bien ce que tu racontes, mais ils vont pas rire. Ils sont pas dans le mood, ils sont pas protégés, ils sont pas... Donc, tu leur pas. T'exposes, en fait. C'est dur. Ouais, j'imagine. Pour tout expliquer, en fait, en général, quand je choisis un sujet pour le podcast, c'est soit parce que je kiffe le sujet et que ça m'intéresse, ou soit parce que j'ai un pote ou une pote qui aimerait faire ce que fait l'invité, entre guillemets. Ouais. Et du coup, là, j'ai 2 potes qui aimeraient bien faire du stand-up, ouais. Et il y a une question qu'ils m'ont demandé de te poser, c'est par où commencer? T'as dit que tu as commencé par directement envoyer un message à une scène. Et mon pote, il te demandait, est-ce qu'il faut commencer par du théâtre d'impro, etc.
Et du coup, je voulais te demander pourquoi toi, tu t'as pas commencé par ça. Parce que tu vois, lui, c'est le premier truc qu'il s'est dit, quoi. Il y a plusieurs écoles, je pense. Pour le théâtre, moi j'en ai fait quand j'étais plus jeune, vraiment, genre avant le collège ou avant le collège et tout ça. Je sais pas si ça aide vraiment au stand-up, parce que j'ai un copain qui fait du théâtre et c'est pas forcément les mêmes codes. Le théâtre, tu regardes. Moi, je sais qu'au stand-up, en tout cas, c'est comme ça que j'aime bien jouer. C'est quand tu fais les blagues, tu regardes les gens dans les yeux. Parce que quand. Moi, je suis allé le voir pas mal au Paname, et il y a Mathieu Madénian, je sais pas si Ouais, je vois. Mathieu Madénian, qui est, quand il rentre, c'est son salon. Voilà. Il est incroyablement fort. Il a une présence, il est là, il est à l'aise, et il te fait une blague, il te regarde dans les yeux. Et tu te dis, il a fait la blague pour moi. Tu vois. et franchement, ça t'éclate. Alors qu'au théâtre, on va te dire de fixer un point plus loin. Tu vois, il y a des petits trucs qui sont pas exactement pareils, mais après ça peut être bien quand même pour avoir une présence sur scène, pour savoir un peu s'exprimer, pour savoir se déplacer, tout ça. Je pense que tu peux le choper autrement, mais peut-être que ça te fait gagner du temps. Le théâtre d'impro, c'est bien aussi. Moi j'ai un pote PV qui en fait, qui est excellent. Ça t'apprend l'impro pour être prêt. C'est un méga chauffeur de salle. Le texte est pas mal aussi, donc ça peut être du plus. Moi j'ai pas fait ça. Je me suis dit que le stand-up c'était un truc où il fallait être toi-même, donc tu vas et tu finis par te trouver un petit peu sur scène. Ça prend du temps. Moi là je suis en train peut-être de me trouver, tu vois, c'est pas sûr encore, mais je commence à développer un petit. Là tu m'as vu la dernière fois, j'ai un rythme un peu plus lent, un peu plus réfléchi, où je pars dans ma tête et je reviens. Ça c'est tout nouveau. J'ai fait un stage avec Tiernou, c'est le metteur en scène et copain de Haroun. Et c'est lui qui m'a un peu poussé sur cette voie. Il m'a dit, ça ressemble à toi, vas-y, essaye ça pour voir. Alors j'essaye ça. C'est un mec, franchement, c'est un mec qui arrive plus le stand-up, il est vraiment fort. Et donc j'essaye ça en ce moment. Et avant, j'étais un petit peu plus énergique, un peu plus. Il faut sourire pour avoir les gens et tout. Ouais. Mais c'est pas moi, pas mon personnage, tu vois. Là aujourd'hui, quand je sors de scène, on m'a identifié un petit peu. Faut se lancer, voilà. Tu veux le faire ? Tu veux le faire ? Lance-toi. Alors, moi, c'est ça que j'ai fait. Je voulais le faire, j'ai envoyé des messages. Je vais directement. Je suis monté. Voilà. Après, je t'avoue aussi que j'ai fait. Il y a des cours de stand-up. Alors, attention. C'est plus à Paris, non ? À Paris, ouais. Voilà. Je sais pas s'il y en a ailleurs qu'à Paris. Moi, j'ai fait les cours d'Alex Nguyen. Ouais, je vois. Il y a une chaîne YouTube, je crois. Ouais, une chaîne YouTube. Je pense. Moi, ça m'a été bénéfique. En tout cas, je pense que c'est un bon truc pour te mettre les pieds à l'étrier. Moi, je crache. Il y a des fois, t'entends un peu, c'est pas ouf, mais il y a beaucoup de gens qui sont passés par lui. Beaucoup de gens qu'on connaît. Pierre Thévenoud, Louis Dubourg. Il y a plein de gens qui sont passés par là et ça permet déjà de rencontrer des gens, de faire un groupe. Moi, tous mes potes, on a créé le Réservoir Jokes. C'est un plateau d'humoristes. Et dedans, j'ai 10 potes. On s'est tous connus là-bas. Et on s'est dit, tiens, on fait un plateau. Parce que les gens, ils voulaient pas nous laisser 10 minutes. Alors on a dit, bah vas-y, on va faire un plateau, on aura nos 10 minutes. Et on pourra travailler. Ça te permet d'avoir, et c'est super important d'aller, prochain post sur First Step to Stand Up, c'est ça, c'est dur, un peu, le stand-up. C'est beaucoup de remises en question, tu travailles beaucoup sur toi-même et tout, et c'est important d'avoir des gens qui t'aident autour. Tu vois, des gens, tu sors de scène, le mec, il va te vanner, mais au moins ça fait du bien. Tu vois, t'es pas tout seul dans ta tête, il va te regarder, il va dire, ah, franchement, bien joué, c'était bien ce que t'as fait. Et toi, tu sais que c'était pas vrai, tu vois. Mais vas-y, on en rigole et on passe à autre chose, tu vois. Donc c'est important d'avoir des potes pour trouver des scènes, pour trouver, tiens, tu devrais essayer d'aller voir lui, il est bien, tu les accompagnes, et puis ça marche un petit peu comme ça aussi au réseau, quoi, le stand-up. Mais ça, non, c'est important d'avoir une bonne base, quoi, des bons potes dans le stand-up. Moi, j'ai de la chance. Du coup, tu leur conseillerais de directement se lancer, quoi. Allez, essayer au moins une fois ou deux. Par contre, ça peut être dur, hein. Tu peux pleurer au début. Sûr, hein. Franchement, si tu prends 5 minutes de silence, si tu prends un tunnel, tu prends un tunnel. Hein. Je pense que t'es dégoûté. Ah ouais. Ouais, bah, mais une fois, ouais, ça m'arrive. Okay. Il y a une fois où je prends. Donc, je fais les cours d'Alex, un petit peu. C'est juste après la première scène. La première scène, et genre une semaine ou deux après. Tu te dis, ouais, il faut que j'aille. Il y a des cours de stand-up, vas-y, je prends des cours de stand-up, tu vois, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, les cours d'Alex. Et ouais, donc lui, il t'apprend quand même les bases. En fait, c'est vraiment un truc bien pour au début. Fais ça. Et après, je sais pas s'il a changé sa formule, mais fais ça 6 mois. 6 mois, c'est bien. 6 mois, 6 mois, c'est bien, tu vois. Parce que il t'apprend des petits trucs, tu vois. Si t'arrives, tu rentres, tu prends le micro.
il y a le pied de micro qui est devant toi. Non, tu le dégages. Faut que tu montres que t'es là. Tu t'arrives, tu prends 3 secondes pour ne pas. Tu parles pas pendant 3 secondes. Tu leur dis voilà, on va parler. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Il te dit par exemple cette blague, t'en penses quoi? La blague que tu viens de faire, t'en penses quoi? Est-ce que tu pourras l'assumer s'il y a des enfants dans la salle? Tu vois, il y a des petits trucs comme ça qui peuvent te faire réfléchir un petit peu. C'est un cours de combien de personnes? Ça dépend. Et ça, Quand toi t'es passé? je crois qu'au tout début, il y avait 20 personnes, quoi. Et quand je suis passé, ça fonctionnait bien. Du coup, il avait scindé les trucs en deux. Il y avait samedi et dimanche. Et il y avait genre... Je pense qu'en tout, il y avait 40 personnes. Quelque chose comme ça. Oh, c'est fou. Ouais. Et du coup, dans la salle, c'est que des humoristes. Que des humoristes. Vous passez... Chacun notre tour, on doit écrire 3 nouvelles minutes chaque week-end. Ah ouais. Ah, c'est pas juste un cours, une journée et c'est Non. terminé, quoi. C'est tous les samedis ou tous les dimanches. Donc, moi, au début, quand j'y allais, c'était samedi. Et je pouvais faire samedi et dimanche. Et j'essayais d'écrire 3 minutes pour le samedi, 3 minutes pour le dimanche. Waouh. Tous les week-ends. Bah, franchement, tu le fais. T'écris 3 minutes, tu vois. Après, c'est un peu éclaté, mais il y a peut-être une bonne blague. Et après, au début, tu viens et c'est que des stand-uppers. Enfin, que des mecs qui font de l'humour. Du coup, et des gens qui vont passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils sont un peu dans leur tête. C'est un peu dans... attends, déjà, c'est quoi mon texte? Avant d'écouter ce que toi, tu fais, je me remets dans mon texte. Donc, au début, tu bites pas mal. Tu vois, c'est dur d'évaluer vraiment. Et puis... Mais c'est formateur. Et puis après, on commence à tous s'apprécier. Du coup, quand le mec, il passe, c'est un peu comme si c'était tes potes dans la salle. Du coup, c'est un peu plus facile. Et le seul vrai moyen de savoir si tes blagues sont bonnes, c'est d'aller devant un vrai public, quoi. Et c'était pendant combien de temps? Moi, j'ai dû faire ça 4-5 mois. Tous les week-ends? Tous les week-ends, quasiment tous les week-ends. Et j'ai dû en sauter un ou deux, mais quasiment tous les week-ends. Et il y a d'autres gens qui font ça? Des cours de stand-up ou à ta connaissance? Ouais. Il y a l'école du one man. Pas du stand-up, c'est du one man show. Il y a un petit conflit entre les cours d'Alex et les cours du one man. Ouais, je sais pas, je rentre dedans. Hein, ouais, il y a un truc qui s'appelle Candidator. Ok. C'est une scène où c'est un concours d'humoriste. Concours d'humoriste, le concept est un petit peu chelou parce que c'est pas moi qui l'ai dit, je sais plus qui l'a dit, un gars du stand-up, il dit le stand-up, on a tous des univers différents, c'est comme si chacun jouait un instrument différent, tu vois. Et comment tu vas comparer un mec qui fait du violon avec un mec qui fait du piano, tu vois, vous avez pas le même instrument, mais c'est beau dans tous les cas, tu vois, c'est un style. Donc concours d'humoriste, c'est un peu spécial, tu vois. Déjà, tu te dis un mec qui fait de l'humour noir, ça va plus te toucher peut-être toi qu'un mec qui fait un humour communautaire ou un mec qui fait un humour pensé, tu vois. C'est difficile de comparer finalement. C'est chacun sa propre c'est les goûts, les sensibilité. couleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc et donc candidateur, et le mec qui tient ça, c'est celui qui a l'école du one man. Et les gars là-bas, ils aiment pas trop les mecs du stand-up. Enfin, les mecs des cours d'Alex, tu vois. Moi, quand on y était allé, il avait... Et puis, c'est cheaté en plus, ce truc. Il est cheaté de ouf. Il dit ramène des potes. En gros, plus t'as de potes. Et à la fin, c'est un applaudimètre, en gros. Ah ouais, ok. Plus t'as de potes, plus tu vas gagner. Plus t'as de chances de gagner, tu vois. C'est celui qui ramène le plus de potes, quoi. Ah, voilà. Et lui, il avait... Donc, il y avait les gars de son cours qui avaient ramené... Et donc, toi, quand t'amènes tes potes, t'as 2 potes gratuits. Et après, les autres, c'est 11 € la place. Tu vois le business? Tu vois le business ou pas? Et dans la salle, il y a les gars de son cours qui viennent supporter les gars de son cours qui sont en compétition ce jour-là. Et voilà, avec des sifflets, des tambours, des machins. Tu te dis, ok, allez, mangez du cul, les gars, mangez du cul. Tu vois, c'est cheaté de ouf. Et en plus, dans la progra, tu vois, cite-moi à la fin, dans un concours, quand t'es à la fin, les gens ils se rappellent plus de toi, ils ont plus tendance à voter pour toi, tu vois. Si t'es au début, un peu moins. Faut vraiment que tu sois chaud, quoi. Ah ouais, faut tout éclater, quoi. Et encore, même le premier à passer, c'est toujours plus compliqué que le troisième. Parce que le public n'est pas encore chaud. Si t'es très très fort, peu importe la place. Mais quand t'es un peu moyen, tu vois, au début, quoi, comme moi, bah premier, c'est pas une bonne place. Et donc voilà, lui, il place ses gars de son école à la fin. Bon, bah, voilà. Tu vois un peu le schmilblick, tu vois. Après, je vais pas cracher trop longtemps, mais... Ils sortent de là, ces gars-là, ils sortent de là, ils ont 1 heure de spectacle, ils sont jamais allés jouer dans des scènes ouvertes, tu vois. Je fais frérot. Comment ça se fait? C'est comme ça qu'on leur apprend. Tu vois, moi, j'ai rien contre ces gars-là, mais le mec qui leur apprend ça, c'est chaud, quoi.
Tu vois, ça veut dire. Mais En fait, c'est très à l'ancienne. Mais ils sont bons ou ils sont pas bons? Parce qu'au final, si le Frérot, gars si est t'as bon... pas testé tes blagues, comment tu sais qu'elles sont bonnes? T'as 1 heure. Moi, pour écrire 5 bonnes minutes, mon premier 5 bons qui fonctionnent, j'ai mis genre 6 mois à l'écrire. C'est fou. Donc tu vois, pour avoir 5 bonnes minutes, 6 mois. Alors comment tu veux faire 1 an de ton truc et avoir 1 heure? Mais en fait, c'est eux qui sortent et qui disent ouais, j'ai 1 heure. Ouais. Bah, Mais- on leur a dit écris 1 heure, donc les gars ils ont écrit 1 heure. C'est une technique. Mais en vrai, les anciens, genre Elise Moon, Muriel Robin, tous ces anciens artistes, enfin ils sont toujours là, tu vois, mais avant, ils écrivaient 1 heure. Ça fonctionnait comme ça. Et je Avant pense de que le mec, commencer. leur nouveau spectacle, ils allaient pas le roder. C'est très stand-up d'aller roder dans des comedy clubs ou faire des passages de 10 minutes. Avant, c'était comme ça. C'est tu louais ta salle. Ou alors tu faisais des petits trucs. Il y a Florence Foresti qui faisait un peu ça aussi. Elle venait tester des trucs. Mais je sais qu'Elise Moon, il le disait dans une interview. Il disait non, moi j'écris 1 heure. Muriel Robin, elle écrit 1 heure. Et ensuite, ils vont dans une scène. Ils louent un théâtre et ils jouent leur heure. Et ça change un peu. Tu vois, Faut être hyper sûr de soi pour écrire 1 heure. Mais je pense que ça fonctionnait comme ça avant. Il n'y avait pas de comédie club, tu vois, ils n'avaient pas d'autres moyens. Aujourd'hui, il y a des endroits où tu peux jouer 10 minutes par 10 minutes. Tu penses pas que c'est plus puissant d'écrire 5 minutes par 5 minutes, enfin, ou 10 minutes par 10 minutes? Parce que les 10 minutes que tu gardes à chaque fois, t'es sûr que ça marche. Quoi. Ouais, à 90% de tes blagues fonctionnent tout le temps, quoi. Du coup, 10 minutes qui marchent fois Fois 5, 6, quoi. fois 6, c'est peut-être plus puissant qu'un mec qui a écrit tout le long. Je sais Ouais, pas, après, mais- quand t'écris un. En tout cas, je sais pas comment ça fonctionne pour tout le monde, mais moi, quand j'écrirai ma première heure, j'aimerais que ce soit un peu dans la même idée tout le long. Tu sais, il y a un fil conducteur. Et je pense que j'écrirai l'heure et j'ai arrêté. Tu vois, là, j'ai genre 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, mais ça suffit pas trop, quoi. Et j'ai pas envie que ce soit un condensé de ce que j'ai fait sur scène, tu vois. J'ai envie qu'il y ait un. Il y a un fil, ouais, ok. Ouais, donc je pense que j'écrirai mon heure, j'irai jouer 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, et à la fin, mais elle sera créée pour ça, elle sera conçue pour ça. Du coup, là, les cours d'Alex, ça t'a permis pendant 6 mois, Ouais, un petit peu moins. ouais, mais ça t'a permis de rencontrer du monde, Ouais. d'avoir des potes. Ouais. Et en même temps, tu continuais à faire des scènes ouvertes, Ouais. enfin, aller... Et en fait, donc déjà, tu dois écrire tout le temps pour Alex, tu y vas tous les week-ends, tu montes un petit peu devant les autres gens. Et je crois que. Et Alex, il te fait jouer à peu près 1 fois par mois, 1 à 2 fois par mois, devant un vrai public. Un vrai public composé d'OVS, mais un vrai public. composé de... OVS, C'est quoi? c'est les On va sortir. C'est-à-dire... Alors, il y a un groupe sur Facebook. Ah, ok. Des gens, Ok, ouais. et donc, il y a du vrai public. Il y C'est a une des- page Facebook. Ouais. C'est les gens qui arrivent sur Paris, qui connaissent pas grand monde, et qui veulent sortir. Et il y a un truc qui s'appelle On va sortir. Pourquoi tu ris? Parce que c'est pas un vrai public en fait. Ah, ils sont pas... Ils sont pas là pour rigoler. Ok. Ils sont pas là pour voir du stand-up, tu vois ce que je veux dire? Ils sont là pour pécho des meufs. Ah, Bah oui. mais j'allais dire, c'est pas plus formateur d'avoir un public qui n'est pas là Bah pour si rire. t'arrives à les éclater, c'est bon. Mm. Mais c'est compliqué. Imagine, tu vas dans le métro et tu fais des blagues. Les gens, ils ont pas envie que tu leur Ouais, fasses des blagues, Ils tu sont vois. pas là pour ça. Ou tu vas chanter, ils s'en foutent. Ouais. C'est pas simple. Et le rire, vraiment, en plus, aller chercher un rire, c'est plus compliqué qu'aller chanter. Au pire, tu vois, t'es là, ah, c'est sympa la mélodie, c'est entraînant. On tape du pied. Ouais, on te fait un c'est sourire. ça. Yes. Les faire rire, Faut y aller. ouais. Non, du coup, bah, ouais, non, c'est formateur. Et C'est dur. ouais, et du coup, il te fait jouer 1 fois par mois À peu près, ouais. devant un public. Vrai public, ouais. Et tu t'es fait plein de potes avec ce cours. Ouais, je peux pas tous les citer, mais ouais. Et puis, on a créé le réservoir de jokes après, donc c'était un plateau où on pouvait aller ensemble, on se voyait. Après, on l'a créé à 10. C'est beaucoup 10. Tu vois, c'est beaucoup. Le plateau à 2, 3, c'est bien. À 10, c'est beaucoup, mais on s'est dit comme ça, facile à remplir. Si chacun ramène 5 potes, ça fait 50 personnes, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé au début, c'était trop bien. Au début, on a réussi à mettre des 100 personnes dans une salle, tu vois. Et quand t'as 100 personnes dans une salle, t'invites qui tu veux sur Paris. On a eu des Baptiste Le Caplin, on a eu Madénian, on a eu Yacine Bellous, on a eu Mais que des gars. Il y avait des gens dans ton groupe qui connaissaient d'autres gens ou vous avez vraiment À force, tu finis par connaître quasiment toute la scène. Hein.
Ah ouais? Bah ouais, parce que lui, il connaît lui. Ah, t'as joué avec lui? Ah ouais, c'est un bon pote. Et au final, bah... T'arrives à ramener des têtes d'affiche, quoi. Ouais, ouais, c'était un pote qui joue avec eux, là, t'es à une personne de tout le stand-up français. Il y a forcément un mec qui le connaît, tu vois. Ouais, il y a une théorie qui dit qu'on est à 6 poignées de main de Ouais, n'importe quelle de personne n'importe dans quelle le monde. personne. Bah là, moi, je pense être une poignée de main de n'importe quel stand-upper parisien. En un an? Ouais, En un an et demi? Ouais. C'est Ouais, pas je mal, pense. hein. Ouais, non, c'est Pour bien. un gars qui est venu à Paris, il connaissait personne. C'est Ouais, fou. bah ouais. Mais après, ça veut pas dire qu'eux, ils me connaissent. Moi, il y a plein de stand-uppers que je connais, mais qui me connaissent pas. Ouais, forcément, forcément. Mais déjà, si tu peux leur parler, Ouais. c'est pas mal. Et puis, en plus, le fait de créer des plateaux, bah, t'as leur numéro de téléphone. Après tu peux. Ouais, faut pas les harceler, tu vois, mais si t'as besoin d'un truc ou tu veux faire une scène spéciale, tu peux leur envoyer un petit texto. Est-ce que les gens, ils sont ouverts dans ce monde, entre guillemets? Est-ce qu'ils aident les autres, ils aident les débutants ou pas du tout? Dans le stand-up, Ouais. c'est des humains. Donc tu tombes sur les meilleurs comme les pires. Il y a quand même une différence, je pense, avec les gens qu'on sépare. Les gens qu'on percé, c'est bon, ils sont en détente tout le temps. Très très souvent. Après, il y en a qui sont un peu spé, mais la plupart du temps, ils sont vraiment détente, quoi. C'est la bagarre avec ceux qu'on peut encore séparer, quoi. Ah ouais? Il y a... Ils sont plus méchants? Il y en a qui te donnent pas de coups de main, il y en a qui te donnent même de temps en temps des petits coups de pied, quoi. Pas tous, tu vois, pas tous, mais tu sens qu'il y a un petit côté... Tu sais, il y a pas mal d'ego aussi, tu vois. Il y a des gens qui font ça pour les mauvaises raisons, je pense. Il y a des gens qui font ça pour être connus, tu vois. Et donc c'est l'ego tout le temps. Il y a des gens qui font ça pour être célèbres. Et puis tu te compares, tu sais, moi j'essaye de plus me comparer, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand je vois, mais c'est con, hein. Mais quand je vais sur un plateau, je veux être le mec qui a fait le plus rigoler les gens. Bah, c'est normal. Bah ouais, mais quand ça marche pas, tu vois, t'as ton pote qui a joué juste avant. Il a éclaté, tu vois. Toi, tu joues, c'était moins bien. T'es content pour ton pote. Et t'as le seum. Tu vois, donc tu dois te battre un peu avec toi-même pour pas être un rageux et tout. Et il y a des gens, ils se battent pas. Des gens, voilà, ils ont le seum, ça se voit, tu vois. Attention, le public, il est éclaté. Puis lui, il fait des blagues de merde, c'est facile de faire rire avec ça. Il y a des gens, t'entends, fait des trucs comme ça. C'est gaulerie. Après, c'est assez humain, je pense. Hein. Même, je sais pas, au foot. Ah oui. Lui, il joue, mais il sait pas frapper dans un ballon, il sait pas faire un contrôle. Ouais. Bien sûr, c'est parce que c'est le fils de l'entraîneur. Non, c'est de l'humain, donc il y a de tout. Après, franchement, je pense qu'il y a des milieux bien pires que celui-ci, quoi. Juste pour en revenir au cours, une dernière fois. Donc, tu fais une scène par mois avec le cours. Ouais. Tu fais des petites blagues chaque semaine. Minutes, ouais. Et t'essayes d'aller dans des scènes, mais ça marche pas. Là, je m'étais un petit peu reposé sur ça. Il y a aussi le fait que j'ai pris un bide monumental. Une fois dans les cours d'Alex, là, enfin, devant un vrai public. Et ça m'a fait un peu mal. Hein. Genre pendant 3 semaines, je voulais plus trop jouer. C'était en 5 minutes ou c'était combien? 5-6 minutes, ouais. Alex, au début, il dit fais 3. Si t'as 5 bien, fais 5, mais au début, t'auras pas 5 bien. Donc fais 3 fortes. Vaut mieux 3 fortes, les gens ils vont se rappeler que c'était bien, que 10 éclatés, tu vois. Donc fais 3 bien. Et là, ça doit être 5-6 minutes, quoi. Tu prends ton bide? Ouais, non, je prends un tunnel de ouf. Je prends un tunnel. Personne. Alors, un bide, c'est t'as raté ta blague, c'est claqué. Un tunnel, c'est tout noir. Voilà. T'avances dans le noir comme ça et t'entends rien. Et tu fais, oh putain. Et puis c'était dur parce que c'était je me rappellerai toute ma vie de ça. Hein. Ah ouais, c'est horrible, frérot. Je fais des blagues et en fait, c'est un peu de l'humour noir et j'essaie de blaguer sur... C'était un peu encore mon côté très gaucho, un peu genre écologie, et puis faut qu'on soit tous potes et tout. Et je fais une blague un peu raciste, mais pour dénoncer l'inverse. Il y a beaucoup de second degré. Mais là, dans la salle, il n'y avait aucun second degré, tu vois, et les gens, ils m'ont regardé genre, ah ouais, c'est chelou ce qu'il dit, tu vois, c'est très très bizarre ce qu'il dit. Et je dis, ah bah ouais, il n'y a pas de raciste dans la salle en fait, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Ok. Et le blanc, le plus total, j'ai mis mode automatique, j'ai fini mon truc, c'est tout pour moi. Et je suis allé m'asseoir et je me suis dit, il y avait un canapé. Je me suis dit, mange-moi le canapé, je sors plus jamais de là, je peux plus sortir. C'était horrible. En plus,
Tu vois, j'ai déjà vu quelques passages de stand-up. Enfin, c'est mon activité préférée à Paris quand je sors. Et en général, tu vois, les gens, quand ils marchent pas, ils font ah, bon, celle-là marche pas. Ouais. Mais ça, tu peux pas le faire pendant. Ouais, tu peux le faire une fois. Et après, c'est fini, quoi. Tu peux plus après. Non, et puis en plus, vaut mieux ne rien dire, mais c'est dur en fait. Le fait de dire ah, cette blague elle a éclaté, c'est une protection. Les gens ils vont rire un peu. Et puis tu dis ah, c'est la blague qui a éclaté, c'est pas moi. Tu vois, c'est un peu une protection. Voilà, tu rejettes le truc. Le problème, c'est que si tu le fais 4-5 fois, des fois, les gens, déjà, ils avaient pas capté que c'était une blague, donc tu leur fais remarquer que c'était pas drôle, donc ça, c'est pas cool. Et puis en plus, là, ils commencent à se dire, ça fait beaucoup de blagues qui sont éclatées, c'est peut-être toi qui as éclaté. Et du coup, c'est éclaté, quoi. Hein. Et puis plus tu leur dis que c'est éclaté, plus ils pensent que le savent, plus moins ils vont rire au final, tu vois. Et tu joues pas pendant combien de temps après ça? La vérité, après, j'ai pas dit beaucoup ça, mais là, je devais jouer la semaine d'après pour la même chose. J'ai simulé un appel de ma soeur. Elle va pas bien, il faut que j'y aille. Je suis désolé. Je suis parti. Et t'étais dégoûté, quoi. T'en pouvais plus. J'avais peur de reprendre la même chose. Franchement, c'est dur. Hein, parce que ça marche pas, et je suis passé pour un Cicera alors que c'est l'inverse que je voulais montrer, tu vois. Ah non, ça m'a traumatisé de ouf. Et après j'y suis retourné, tu vois. Mais j'ai dit, tant que je suis plus capable de maîtriser ce genre de blague, je fais plus ce genre de blague parce que je peux pas, c'était trop dur. Du coup maintenant je sais qu'il faut être plus sympathique au début, montrer que t'es drôle, et après leur faire comprendre que c'est que de la blague, et ensuite tu peux mettre des saletés. Voilà. Tu montes pas de blanche avant, quoi. C'est ça, après... juste c'est drôle, les gars, je suis là pour gaulerie, tu vois, et je suis un mec sympa. Ouais, voilà, tu vois, c'est juste de la blague. Maintenant ça va mieux, heureusement. Comment t'as fait pour te remotiver après ça? J'ai trop sacrifié, tu vois, à l'école de commerce, là aujourd'hui pour retrouver un taf ce serait compliqué, j'ai tout poussé pour faire que ça, donc j'ai pas le choix. Je me suis mis au pied du mur, j'ai un taf qui me plaît pas. Tu vois, travailler à la grande épicerie, c'est quand même... Ouais, t'es charcutier. Ouais, je travaille au rayon italien de la charcuterie, ouais, de la grande épicerie. Allez voir Ellie. Ouais, si vous voulez des burrata, ça se passe chez moi. Ouais, donc le rayon italien, et c'est un truc qui me plaît pas trop, tu vois, c'est de la vente, mais c'est de la vente éclatée, quoi, t'es serveur un peu, tu vois. Et je me suis dit, tu te mets un taf de merde comme ça, c'est sûr que tu veux partir de là le plus vite possible, tu vois. Et tu laisses tes bagages, tes études de côté, donc t'as plus le choix que de réussir. Donc à un moment, quand t'as plus le choix, t'y retournes. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai dit ok, maintenant on y retourne, quoi. Et puis pendant 2 semaines, j'ai gratté, hein. Tu rentres chez toi, tu dis plus jamais, tu prends un cahier, tu grattes. Et voilà, après tu retournes, tu reprends ton rire et tu fais c'est pour ça que je suis là. C'est dur. Hein. Là, j'ai pas du tout respecté ma trame, mais c'est ultra intéressant. Merci Ellie. Mais ça tombe bien que tu parles d'écriture, parce que je voulais te demander comment t'écris. Est-ce que tu t'écris en duo? Je sais qu'il y a des gens qui écrivent plus ou moins en duo. Ouais. Alors l'écriture, il te faut beaucoup de temps pour trouver comment t'écris. Et là, Tiernou, encore le metteur en scène de Haroun, et il tient aussi le Lost Stage Crew. C'est un plateau sur Paris qui est très très cool. Il a dit d'abord essayez de savoir qui vous êtes, quel personnage, quel clown vous avez, pour pouvoir écrire pour lui. Parce que si t'écris et tu sais pas pour qui t'écris, tu vas écrire, tu vois, c'est un peu t'écris dans le vent. Si tu sais comment tu vas le jouer, si tu sais à quoi tu ressembles sur scène, tu vas pouvoir être beaucoup plus efficace dans ton écriture. Et ça, c'est un putain de conseil. Ça me rappelle Diams. Je sais pas si t'écoutes Diams. C'est putain de rap, mais Et en gros, dans ses chansons, souvent, elle parle d'elle en tant que Mélanie, donc la personne, tu vois, et elle parle de Diams. Et souvent, ça arrive qu'il te voit. Ça se tabasse, c'est un peu ça, ouais. Et c'est un vrai bon conseil. Du coup, voilà, là, j'ai commencé à me trouver, donc j'essaie d'écrire pour ce clown, cette partie de moi que je mets sur scène. Tu l'as trouvé tout de suite Non, ça fait 1 an et demi. Que tu cherches toujours. Ouais. Et je suis même pas encore à 100% de qui je suis sur scène, quoi. En gros, t'es qui t'es toi, mais juste une partie de toi. La partie la plus drôle, la partie la plus... faut que tu sois un petit peu... Caricature. Faut que tu caricatures un petit peu. Tu vois, tu caricatures tes gros traits pour être identifiable et pour sortir les trucs drôles. C'est aussi ça, la caricature, tu vois. Et donc, tu cherches ça. Et après, pour écrire, Toi, t'écris tout seul, déjà? Ouais. Je pense... Déjà, j'écris seul. J'essaye de mettre un peu de musique ou quoi. Et je prends un sujet. Et j'écris sur ce sujet.
Et il y a, pareil, un putain de conseil pour les gens qui veulent écrire. En tout cas, moi, ça m'a grave aidé. C'est Roman Fressinet qui dit ça. Mais je crois que c'est un truc qu'il a appris à l'École nationale de l'humour. L'écriture, c'est en 3 temps. Premier temps, c'est le fou. Le fou, il écrit. Il écrit. Et il se juge pas. Surtout, il ne se juge pas. Et ça, c'est super important. Parce que moi, au début, quand je commençais à écrire, j'ai dit, ah, ça, c'est nul. Ah, ça, c'est nul. Vas-y, j'oreille. C'est nul. Ah, vas-y, j'oreille. C'est nul. J'oreille. Ah, ok, ça peut être bien. Ok, tu vois. Alors qu'il faut être fou. Parce que même si ça, c'est nul, quand tu vas le relire, tu vas dire, ah, putain, ça peut être ça, en fait. Ça me fait penser à ça. Tu peux voir différemment ça la t'ouvre chose. des portes. Tu vois. Et quand tu rayes, ça te ferme tes portes. Donc, en fait, il faut être fou. Il y a les gens qui font l'écriture intuitive. T'écris, tu poses ton stylo sur une feuille et tu le lâches pas. Tu te dis j'écris 2 pages. Et tu lâches pas. Et à la fin, t'as peut-être écrit de la merde. Mais il y a peut-être 2-3 trucs qui sortent. Si t'arrives à écrire, si tu fais une session et que t'arrives à écrire 3 bonnes blagues, bah déjà t'as 3 bonnes blagues, ça fait 1 minute. Et tu fais ça tous les jours, au bout de 10 jours, t'as 10 minutes. Ça peut être bien, tu vois. Et donc moi j'essaye de faire ça, j'écris. Je pense qu'on est plus fort à plusieurs. Tu vois, quand tu regardes Kian et Navo, c'est un duo de ouf, quoi. Incroyable. Et alors, j'ai essayé d'écrire avec pas mal de mes potes. Et ça matche pas toujours. Tu vois, même il y a des gens avec qui tu t'entends grave bien, tu kiffes leur humour. Et il y a de la réciprocité et tout. Mais ça matche pas. Ouais, je sais pas pourquoi ça matche pas. Et là, la semaine dernière, j'ai écrit avec Camille, Queen K, sur les réseaux. C'est une stand-upeuse. À la base, elle travaille chez Mademoiselle. Et là, elle s'est lancée dans le stand-up il y a à peu près 6 mois, je dirais. Elle est balèze. Franchement, elle est forte. Et on s'est vu comme ça une fois pour une histoire. Et on a dit, viens, on essaye d'écrire ensemble. Et on a écrit ensemble là, lundi dernier, je crois. Et ça a matché de ouf. On a trop bien écrit. On a dit, vas-y, on se revoit mercredi prochain ou mardi prochain. Et des fois, tu sais pas pourquoi ça match. Et je commence une phrase et elle me dit, t'as essayé ça? Je dis, bah non. Et en fait, t'as réouvert. Je pense que ouais, pour moi, la bonne technique, c'est t'écris toi ton set. De ton côté, un peu. T'écris. Sur tes sujets, sur quoi tu vas aller, tout ça. Et après, tu vas avec l'autre et tu lis et dis, ok, ça c'est pas mal. Parce que des fois, toi, il y a une blague que tu kiffes, je sais pas pourquoi, mais c'est éclaté, tu vois. Et elle a un regard, un autre, tu vois. Et puis elle dit, attends, ça, t'as pensé à ça? Là, il y a un truc avec Femme qui rit à moitié dans ton lit. Tu l'as pas vu encore ou non, je crois pas. Il y avait Femme qui rit à moitié dans ton lit, tu vois. En fait, j'écris sur le fait d'être célibataire et on m'a dit, ouais, Femme qui rit à moitié dans ton lit, nanana. Et j'étais bloqué et je trouve que cette phrase, elle est marrante. Tu peux la tourner dans des trucs. Et elle me dit, mais à moitié, c'est-à-dire que tu fais que à moitié l'amour? C'est-à-dire que tu dois prendre une moitié de capote et tu dois faire la moitié. Et du coup, on est parti dans ce délire. Et en fait, elle m'a réouvert la porte de la moitié. Et du coup, on est parti, on a gratté genre 10 blagues dessus. On a sélectionné les 3 meilleures. Et hier, j'ai joué ça. Ça n'a pas marché, mais je sais que ça a marché. Hier, ça n'a pas marché, mais je sais que ça a marché parce qu'il y a des trucs vraiment drôles. Intéressant. Ouais. Et du coup, chacun à votre tour, vous présentez à l'autre ce que vous avez fait. Ouais, c'est ça. Et après, on reprend. En plus, Camille, elle est journaliste un petit peu à la base, tu vois. Du coup, elle a tendance à faire de belles phrases, à mettre des longueurs. Ça te plaît bien, ça? Bah moi, je trouve ça très très beau. Mais dans le stand-up, c'est pas comme ça. C'est de l'efficacité. Moins de mots, moins t'as de mots et plus vite tu vas au rire. Donc plus vite t'es efficace, plus t'as de rire, plus ton sketch il est bon. Donc je lui dis, ah là c'est un peu long. On coupe un peu, tu vois. Des trucs comme ça. Et elle m'apporte. Je pense que ça peut bien marcher, quoi. Donc il faut essayer avec plein de gens et au bout d'un moment tu trouves quelqu'un avec qui ça fonctionne. Là pour l'instant ça fonctionne, on sait pas combien de temps ça va fonctionner, mais pour l'instant ça fonctionne, c'est cool, quoi. Et même si de ça n'est que une amélioration sur un 10 minutes, et ben c'est toujours ça de prime. Tout le monde écrit en duo ou non? La majorité? Je suis pas sûr. Non, il y a des gens qui aiment bien écrire seul. Mais de toute façon, à un moment donné, ils te font un retour. Il y a le public qui te donne un retour, mais moi je sais que souvent quand je vais sur scène et que je vois des gens qui passent, des potes ou des gens que j'apprécie un petit peu, j'ai mon téléphone et j'écris, tu vois. Je leur dis, ah tu vois, cette blague j'aurais tourné comme ça. Et il y a des gens qui font ça aussi. Ouais, je trouve ça cool. Tu vois, de toute façon c'est tes blagues, c'est dans ton sketch, tu vois. Et là j'ai pensé à cette blague. Quand tu dis ça, moi j'aurais tourné autrement, tu vois. Je vais pas la mettre dans un de mes trucs, ça a aucun sens, tu vois, c'est vraiment pour lui. Alors pourquoi j'y ai pensé, je le garderai? Non, vas-y, je l'écris, je te le donne, tu vois. Ah, ça se peut que tu donnes des blagues comme ça. Oui. Mais de toute façon, je vais pas l'utiliser. Et j'y ai pensé, donc vas-y, c'est drôle. Est-ce que t'as pensé à faire ça?
Et voilà. Et il y a des gens qui font ça un petit peu. Et quand c'est tes potes, tu peux leur dire, vas-y, viens me regarder, dis-moi ce que t'en penses. Et le mec, il gratte un petit peu et te dit, ben voilà, moi ça j'aurais aimé ça, ça j'aurais aimé ça. Tu vois, t'as quand même des petits retours. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des potes dans le stand-up. Très important. Deuxième point. Ah ouais, c'est super important. Mais les potes dans le stand-up, c'est pour plein de trucs. Pour t'aider à trouver des scènes, très important. Pour te sentir soutenu, très important. Pour avoir des retours, très important. Et pour passer des bons moments, très important aussi, parce que ça compte, quoi. Tu penses que c'est obligé de venir on est obligé de venir à Paris pour faire ça ou pas? Il y a des endroits où ça se développe. Il y a Nantes qui commence à avoir une grosse place stand-up. Tu peux jouer tous les soirs. Je vous conseille la chaîne Deux Tocards font du stand-up sur YouTube. Ouais, c'est deux stand-uppers nantais. Et c'est très très drôle et ils racontent un petit peu comment ça se passe et tout aussi, leur chemin, ils sont très très forts. Et il y a Lille, tu peux jouer quasiment tous les soirs aussi, ou tous les soirs. Et après, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Mais c'est quand même mieux d'être à Paris, non? à Paris, tu peux jouer tous les jours. Tous les soirs, mais plus facilement, quoi. Parce que quand je te dis à Nantes, tu peux jouer tous les soirs, il y a un plateau par soir, voire un ou deux, tu vois. Mais au début, tu joueras pas tous les soirs. Ici, il y en a tellement. Ouais, t'en as 5-6 par soir, donc tu peux jouer tous les soirs. Tu peux jouer 2 fois par soir, tu peux jouer 3 fois par soir. Les grands, ils font 3-4 fois par soir. C'est joué. Et puis même pour rencontrer des gens, c'est the place to be, quoi. Et puis il y a les trucs les plus gros, quoi, ici. Tu vois, si tu fais des Paname, si tu fais des Jamel Comedy Club, il y a des Cafés Oscar, il y a le Barbès Comedy Club, le Jardin Sauvage, voilà. Les 2 trucs de Shirley, c'est très très bien aussi. C'est même très très bien de ouf. Mais voilà. Oui, si tu veux, c'est père. Même les gars de Nantes et tout, ils viennent par ici jouer de temps en temps pour se montrer aussi, quoi. Et les gars de Lille aussi. Tu penses que tu serais venu à Paris si t'avais pas fait ton stage ici ou pas? Ah non, je crois pas. Je vais pas trop Paris avant d'y habiter. J'ai essayé trop de monde, trop de pognon, tu sais, ça tourne pas mal, ça va vite. La campagne, c'est bien. Hein. Franchement, la campagne, c'est détente. Tu vas faire tes courses, tu fais ton machin, t'as ta petite voiture, bon, ça pollue, mais t'es vraiment détente. Et une fois que t'arrives ici, moi j'aurais du mal à partir maintenant. Il y a trop de trucs. Tu peux pas t'ennuyer ici. Des fois je suis rentré, ils m'ont dit faut se dépêcher pour faire les courses. J'ai dit quoi? Bah oui, parce qu'après ça va fermer. Ah oui. Et demain c'est pas ouvert. Tu sais, genre. Tu vois, des trucs comme ça où tu commences à t'y habituer. Là tu regardes autour d'ici, il y a 3 cinémas, tu vois. Et je peux y aller à pied. C'est incroyable. Ouais, alors qu'à Orléans, pour aller au cinéma, faut prendre la voiture, 30 minutes, faut payer le parking. Ça coûte cher en plus, le go. Ça coûte cher de ouf, ouais. Là, c'est à côté, je m'en fous. Donc, non, je crois que je serais pas venu à Paris maintenant que j'y suis. Vas-y, je bouge plus. Puis de toute façon, pour faire du stand-up, il y a qu'ici. Ou Canada, Québec. Je pense que ça peut être cool aussi. Et pour en revenir à l'écriture, est-ce que tu te fixes des limites personnelles? C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas fini du coup. Ouais. Il y a le fou, donc lui, il n'y a pas de limite. La première partie, fou, t'écris tout, pas de limite. La deuxième partie, il y a le juge. Le juge, lui, il remet un peu en place. Il dit, ça c'est un peu éclaté, ça c'est pas ouf, ça c'est bien. Et puis il fait la structure du set. Tu vois, le set, c'est le passage. Et après, il y a le guerrier. Le guerrier, c'est quand, avant de monter sur scène, t'as écrit tes blagues, c'est trop tard, tu recules plus, tu vas défendre tes ongles sur scène. Donc au début, tu te mets pas de barrière. Et après, c'est le juge. Tu verras, donc quand t'es en deuxième partie avec le juge, tu vois ce que t'as envie de dire, ce que t'as pas envie de dire. Tu vois. Toi, t'en as? Est-ce que pas trop. T'as commencé à te dire, ouais, ok, ça, peut-être que je devrais pas l'aborder ou... Non, au contraire, je crois que j'ai des directs. Il y a des choses que j'ai envie de dire et j'y arrive pas encore. J'ai envie d'aller plus loin, tu vois, je voulais écrire sur Roman Polanski, mais j'ai pas réussi. Parce que moi, ça me gêne, tu vois, la nomination et tout, ça me gêne. Je trouve que c'est pas beau, tu vois. Donc j'ai lu beaucoup, j'ai commencé à écrire. Le sujet est dur, tu vois. Aller faire rire sur ça, c'est compliqué. Mais en même temps, j'ai envie de balancer dessus, tu vois. Donc, non, pas de limite. Et en plus, faut que ce soit quelque chose que tu penses, tu vois. Si tu le penses vraiment, pourquoi ça te gênerait d'en parler, tu vois. Et où est-ce que tu trouves ton inspiration, du coup? Est-ce que tu regardes d'autres humoristes? Ouais, ou est-ce que beaucoup de stand-up. Tu regardes autre chose? Je sais qu'il y a des gens qui regardent autre chose pour pas... Enfin, ouais, bah c'est ça aussi le problème, c'est que... Ils partent d'un truc dans la réalité qu'ils trouvent marrant et après ils continuent. Mais il y a plusieurs trucs, ouais. C'est soit des choses qui t'arrivent, ça arrive souvent, là je parle du célibat parce que je suis célibataire, tu vois, mais j'essaye de le pousser plus loin que juste le fait d'être célibataire, tu vois. J'essaye d'aller l'amener ailleurs.
mon premier sketch qui a bien fonctionné, mon premier set qui a bien fonctionné, c'était sur Michael Jackson. Parce que c'est le premier mec que j'ai kiffé de ouf. Genre, j'étais un peu premier CD, 1979, meilleur album, Off the Wall, tu vois. Enfin, pour moi, c'était un truc de ouf. Et puis, il y a ce reportage qui sort avec les deux gamins, Neverland, tu vois. Ah, ça commence à me piquer un peu et je commence à réfléchir dessus et je commence à gratter, tu vois. J'avais besoin des fois aussi de gratter, tu vois. Et puis voilà, du coup, c'est ça qui m'a inspiré. Et ensuite, je me suis dit, ça m'a amené sur séparer l'œuvre de l'artiste. Est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on peut pas le faire, tu vois. Et j'essaie de parler de ça, il y avait ça. Je me suis fait opérer des yeux aussi. J'étais myope. Je suis allé en Tunisie pour me faire opérer des yeux. Tu te dis, t'es obligé de faire une petite histoire là-dessus. Donc je fais une petite histoire là-dessus. Enfin, souvent les gens ils partent de ce qu'ils ont au plus profond. Ouais. Le truc que souvent les stand-uppers font et que j'ai vu, c'est qu'ils se clashent eux-mêmes, tu vois. Ouais. Quand en mode, ouais, t'as vu comment je suis gros, je sais pas quoi. Bah ça, c'est le plus facile à faire. Quand tu rentres, il y en a beaucoup qui commencent leur set et qui montent avec une phrase qui est à peu près je sais ce que vous vous dites quand vous me voyez. Ouais. Et en fait, c'est la première. Tu fais une grosse vanne sur toi dès le début, parce que les gens ils vont rigoler de toi. Si tu fais une blague sur quelqu'un du public, ils vont peut-être pas rigoler. Ouais, Si ils tu vont fais se une dire blague c'est sur... super méchant. Ah ouais, ou si tu fais une blague sur Macron, il y a peut-être des macronistes dans la salle, ou sur un truc en particulier, tu peux perdre des gens. Te vanner toi, tu vas perdre personne. Tu vois, ils vont tous rigoler de toi. Donc oui, c'est une bonne technique, tu vois. Tu te dis j'ai une petite bite dans n'importe quelle phrase, les gens ils vont dire ok, il est rigolo, et puis tu peux partir, tu vois. Moi, il y a des trucs dont j'ai envie de parler. Tu vois, Polanski, ça, j'avais envie d'en parler. Michael Jackson, j'avais envie d'en parler. J'ai envie, tu vois, là, par exemple, je parle de célibat. Bientôt, là, je vais aborder... Donc, ça commence sur moi. Et ça va finir sur... la société veut pas qu'on soit célibataire. Il y a tellement de trucs qui prouvent que la société veut qu'on soit à deux. Acheter une maison, c'est beaucoup plus difficile de le faire, de le faire seul qu'à deux, tu vois. T'as pas de film où le mec il est juste tout seul. Il est juste tout seul à la fin et tout va bien, tu vois. Pour devenir président, il faut que tu aies une femme. Tu vois, il y a plein de trucs, la société elle est normée pour être deux. Il y a une pression sociale. Ouais. Pression sociale, il y a tu sais, genre t'es célibataire à 40 ans, il y a un truc qui va bien chez toi. Ah, t'es malade, qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être t'es gay. Ah, ou peut-être t'aimes les femmes. Ou peut-être, tu vois, il y a un truc, les gens ils peuvent pas se dire putain, 40 ans il est content, il est juste tout seul et la vie elle est belle, tu vois. Combien de sites de rencontres? Ça veut dire que si t'es pas bien, tiens, on a des solutions, parce que tout seul, franchement, c'est la galère. Et t'as 1000 sites de rencontres, tu vois. Donc j'aimerais bien écrire là-dessus, tu vois, ça commence d'un truc perso, et après, il y a un truc sociétal où je dis pourquoi les gens ils veulent. Et après, si tu creuses encore plus, après tu pars dans des délires, hein. Mais j'ai envie de creuser jusqu'à voir pourquoi, l'essence du truc, tu vois. Et on verra si ça sort quelque chose de bien. C'est très philosophique en vrai, écrire des blagues. Enfin, ça peut l'être. Bah, Haroun, moi, c'est un de mes gars préférés. Il est trop fort. Trop fort. Il dit il y a le rap et le rap conscient. Lui, il fait du stand-up conscient. Il appelle ça comme ça, tu vois. Et ben moi, si je peux suivre ces traces-là, bah, je serais grave content. J'aimerais parler des trucs intéressants. Pas que... Je monte pas sur scène pour parler de moi à la base, tu vois. Là, dans ce que j'écris dans le célibat, c'est pour tout le monde, tu vois. C'est pas que pour moi. Et je vais pousser le truc un peu plus loin pour que les gens ils se reconnaissent aussi, tu vois. Et pour dire que... non, c'est pas grave d'être célibataire, tu vois. Après, moi, je sais pas faire. Il y a deux gens qui savent pas faire, mais... Donc toi, tu tires un peu ton inspiration de tout et n'importe quoi. Ouais, tout et n'importe quoi. Puis après, il y a des stand-uppers. J'ai regardé beaucoup de stand-up pour avoir des techniques de blague, tu vois. Pourquoi ça me fait rire, là? Souvent, je regarde une première fois, j'aime, et du coup, je le remets. Et à chaque fois que ça me fait rire, je me pose et je me dis pourquoi ça me fait rire. Ah ouais, t'essayes d'analyser la chose. J'ai un fichier Word où il y a écrit aide pour faire rire, et il y a toutes les petites techniques. Que t'as remarqué. Que j'ai remarqué, et puis celles qui sont écrites quelque part, ou qui me sont données, ou que j'ai entendu dans un reportage, ou dans un truc. Quand il y a une blague, j'arrive pas, je dis attends, est-ce qu'avec ça marcherait? Est-ce qu'avec ça marcherait? Est-ce que avec ça marcherait? Voilà. Et à force, t'acquiers une technique, parce que c'est très technique en fait, les blagues. Et après, t'essaies, quoi. Et du coup, en général, tu te fixes un sujet, ouais. tu donnes tout sur ce sujet-là, ouais. Tu continues. Ouais, il y a plusieurs styles de blagues, de stand-uppers. Il y a les mecs qui font des one-line un petit peu. Qui ont, genre punchline sur punchline. Ouais, c'est ça, c'est une phrase et celle d'après blague, et c'est pas forcément lié entre eux, tu vois, ou alors t'as 4 phrases qui sont liées, tout ça. Il y a pas mal de gens qui font 2 blagues drôles, enfin non, qui ont 2 minutes drôles sur un sujet, 2 minutes drôles sur un autre sujet, 2 minutes drôles sur un autre sujet, 2 minutes drôles sur un autre sujet. Le but c'est de les lier sans trop qu'on voit l'astuce, tu vois.
Mais il n'y a pas trop de fil rouge. Moi, j'aime le storytelling. J'aime raconter une histoire. Vas-y, les gars, je vous emmène avec moi. Et ça, c'est bien, mais ça marche que sur des 8-10 minutes, tu vois. Si tu joues moins, sur un 5 minutes, c'est dur de c'est raconter une compliqué. histoire. Ouais, il faut que, en 4 minutes, 5 minutes, il faut que tu punch. T'as pas le choix, quoi. T'as pas le temps d'instaurer un personnage ou bien montrer comment tu fonctionnes ou de raconter une histoire. Et toi, t'as un compte Instagram qui s'appelle First Step to Stand Up, où tu racontes un peu tes aventures, quoi. Ouais, l'envers du décor, un petit peu. Du début à l'Olympia, comme ouais, c'est écrit dans ta bien, bio. Hein. Ouais, je pense que c'est l'objectif, hein, l'Olympia, c'est la plus belle scène, quoi. Non, bah ouais, je me suis dit, voilà, je vais créer un compte Instagram comme celui sur lequel j'aurais aimé tomber quand j'ai commencé le stand-up. J'ai compliqué la phrase. Hein. Non, et ben ouais, je me suis dit, quand j'ai commencé le stand-up, je me suis dit, voilà, ça c'est vraiment le genre de truc sur lequel j'aurais aimé tomber. Donc je raconte un petit peu comment ça se passe, je parle des cours d'Alex. Je dis, voilà, le premier chapeau c'est 15 balles. Du coup, bah, non, 7 euros le premier chapeau, je les ai encore. Je me dis, voilà, je vais pas gagner ma vie tout de suite, donc le stand-up, oui, c'est bien, mais il faut que tu aies un petit métier à côté. Voilà, c'est un peu ça que ça dit, tu vois. Là, je vais raconter bientôt mon premier bid. Les potes du cours d'Alex, là, le prochain truc, c'est voilà, c'est mes copains, que c'est important d'avoir des copains. Il y a un moment où il faut arrêter de se comparer. Et tu continues à te comparer, il faut arrêter de se comparer. D'un côté, c'est bien parce que tu dis, ah, lui, il est vraiment fort, il faut que je sois aussi fort que lui. Mais de l'autre côté, tu fais pour toi, c'est ton instrument que tu dois pratiquer, tu vois. Donc, lui, il est très fort au violon, mais toi, tu fais du piano, donc sois très très fort en piano, tu vois. Et voilà, il y a des trucs comme ça. Les concours dont on parlait tout à l'heure, faites attention, les concours, c'est un peu c'est un attrape-couillon, tu vois. Voilà, expliquer un peu ça et que, ouais, si ça peut aider 3-4 mecs qui font du stand-up, bah, c'est tout gagnant, quoi. Et puis là, et puis à un moment, je me dis, ça prendra, quoi. Pas, on verra. Il y a beaucoup de gens qui essayent de filmer leur passage, tu vois. Ou même quand ils rentrent sur scène, tu vois, ils posent leur téléphone et ils enregistrent. Ouais, c'est obligé ça. Ça c'est obligé, mec. T'es obligé d'enregistrer ton passage. Comment tu fais pour te rappeler si cette blague elle a fonctionné ou pas? Ah, tu peux pas. Tu peux pas. Donc premier truc là, tu vas sur mon téléphone, il y a que des enregistrements. Et tu les réécoutes? Ouais, et tu te fais mal, mon gars. Il y a des fois où c'est rare que tu dises ah c'est bien quand même. Ah quand même, on a passé un bon moment. Non, c'est ah putain, elle a pas marché celle-là. D'habitude elle fonctionne, pourquoi elle marche pas là? Là hier, je me suis réécouté avant de me coucher. J'ai 1 minute 10, 1 minute 20 où ça gaulerie pas. Et ben c'est long à réécouter. Ah ça fait mal au gars. J'ai paniqué hier. Je commence, normalement genre quand tu commences, il faut que tu aies une grosse blague dès le début quoi. Là j'ai essayé une nouvelle grosse blague dès le début. C'était pas une bonne blague dès le début. Donc pendant 1 minute 10, il n'y a pas un rire. Je fais ah putain. En plus devant moi il y avait des mecs qui parlaient. Je fais ah là là merde. Et à un moment je fais allez nique sa mère. J'arrête et là boum je balance. Et je dis ok ça va. Je les ai rattrapés à la fin. Et j'ai testé ce que je voulais tester. Mais t'as vite tendance à... Tu sais tu veux tester. Ça marche pas comme tu veux. Du coup tu testes pas. Tu fais des trucs qui fonctionnent moyen mais tu sais où ça va. Tu vois t'as peur d'aller sur le... Mais ouais non t'as enregistré tout le temps. Si tu peux te filmer c'est bien aussi parce que tu vois d'autres choses. Mais t'as enregistré au moins pour le texte. Et puis des fois, parfois... tu sors des blagues que t'avais pas prévues et qui sont drôles. Hier, en me réécoutant, je me dis ah putain, j'ai dit ça, c'était drôle. Et je l'ai écrit et je vais refaire cette blague. Ouais, tu peux pas te rappeler de tout. Non, et puis même, tu sais, quand t'es sur scène, tu vois les gens et tu passes un moment, mais genre, je pense que si ça rate, tu ressens le truc x2. Et si ça réussit, tu ressens le truc x2. Bah, ton enregistrement, c'est vraiment ce qui s'est passé, tu vois. Ok, ouais. Ok, je vois. Parce que quand t'as des sourires... influencé par tes émotions sur le moment. Ouais, c'est ça, quand tu vois les gens, t'as des sourires et tout, donc tu vois, ça te fait passer un bon moment, mais il y a quelques rires. Tu dis, ah ça va, ça s'est bien passé. T'écoutes ton truc, tu dis, il n'y a pas autant de rires que ça. Ok, c'est bien passé, mais c'est pas ça que tu cherches. Toi, tu veux des rires toutes les 30 secondes, toutes les 20 secondes. Bah là, ils y sont pas. Tu vois, ça te remet quand même à la hauteur de ce que tu attends, quoi. Donc, enregistrement, ouais, super, super important. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il faut avoir un Insta ou une chaîne YouTube pour percer? Tu sais, il y a des gens qui ont commencé le stand-up avec... Enfin, de nos jours, en fait. Ça vous déporte, quoi. D'avoir les deux. Si t'as 100K sur Instagram, tu joues partout. Voilà. Tu peux être éclaté. Tu vas jouer partout. Ah ouais, mon gars. Tu postes une story, la salle elle est remplie. Qui veut pas ça? Voilà. Il y a des gens, ils ont commencé le stand-up,
parce qu'ils avaient parce que c'est la mode, parce que ça leur plaît, nanana. Et c'était éclaté, mais ils avaient 80K. Allez hop. Et ben tu joues partout. Tu joues partout. Mais tu penses que tu vas en créer une, ou qu'à terme, les gens doivent... Attends, je recommence. Vas-y. Est-ce que tu penses qu'à terme, c'est mieux d'en créer une chaîne YouTube ou une page Insta? Alors, tu vas le faire ou... YouTube, ça dépend ce que tu fais sur ta chaîne. Parce que YouTube, si c'est pour faire des vidéos, c'est pas le même taf. En vrai, faire des vidéos YouTube et faire du stand-up, c'est pas le même taf. Après, ça peut être un relais de ton stand-up, tu vois. Genre, si tu filmes un peu des passages, là, le problème, c'est que je n'ai pas assez de matériel. J'ai pas assez de matos, je suis pas assez fort. Si je mets des trucs sur Facebook, sur YouTube ou quoi, que je partage, bah après, je peux plus trop les jouer, tu vois. Donc ça, c'est chiant. Il faudrait que j'arrive à écrire 3-4 minutes à chaque fois. Mais vas-y, j'ai pas le temps. Donc ça prend du temps et tout. Là, je suis sur un projet, un concept où je vais faire des vidéos un petit peu sur le stand-up, tu vois, j'aimerais bien. Parce qu'il faut... Les réseaux sociaux, c'est énormément de temps. Tu sais, quand t'es stand-upper, il te faut du temps, quoi. C'est un truc de ouf. Tu vois, moi, j'ai mon travail à côté, ça me prend 21 heures par semaine. Tu dois écrire, donc t'es un petit peu auteur. Tu dois jouer, donc t'es un petit peu acteur. T'as tes réseaux sociaux, donc t'es un petit peu social manager. Il faut que tu fasses ta vie aussi à côté, tu vois. Ouais. Là, en vrai... Tu sais, j'ai des potes qui me disaient ouais, ça va la vie, l'artiste et tout. En vérité, je travaille plus que eux, quoi. Moi, le samedi et le dimanche, j'écris, ou alors je vais jouer, ou alors il faut aussi que tu trouves tes scènes. Donc, t'as un petit peu ton propre agent, tu vois. Ça prend énorme de temps. Après, une fois que t'es bien balèze, moi je suis moyen pour l'instant, je le sais très bien, c'est pas ouf, tu vois. Quand t'es bien balèze, les gens ils t'appellent pour que tu joues. Une fois que t'as mis le pied plus loin, je pense que là, je suis à 50%. Le jour où j'arrête de travailler, je serai à 100% et ça va partir plus vite. Mais il faut que j'ai un peu d'argent de côté ou que j'ai assez pour toucher le chômage dû, quoi. Je me voyais pas arriver et prendre le RSA. Je préfère travailler, mériter mon chômage et partir après. Ah, t'as dit 50%. 50% de tes capacités ouais. Bah, tant que je travaille à côté, il y a 21 heures où je fais rien. Ouais, ok. Et puis la vérité, c'est que le matin, je commence à 7h, tu vois, donc t'es levé à 6h. Le soir, tu joues à 22. Enfin, tu joues à 20 ou 21, tu vois. Ça fait des longues journées. Hein. Ça fait des belles journées. Hein. Et tu rentres, tu te couches, tu rentres, il est 23h minuit. Parce que c'est important de sociabiliser aussi à la fin des scènes, tu vois. T'es avec tes potes, déjà, t'as pas envie de partir. Et puis, c'est important d'être là, tu vois. Tu rentres, il est minuit. T'as pas mangé. Et tu mets ton réveil, il te dit, à 5h, mon pote. Tu fais, ah ouais. Tu vois. Et ça peut durer 3-4 jours dans la semaine, et après, t'es éclaté, et après... J'aimerais qu'on parle un peu de la scène. C'est quoi les plus grosses scènes à Paris dans le stand-up? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je crois, hein, le Jamel Comedy Club, c'est gros. Le Panama Art Café, les PCC, entre 19h et 22h, c'est très gros. Puis c'est célèbre. C'est célèbre, c'est bien. C'est pas ultra grand, mais... Non, il y a 80 places assises max au Panama. Après, là, il y a la nouvelle formule en haut, je sais pas combien tu cales de gens, mais ça doit être un petit peu plus. Il y a... moi, le Barbès, je kiffe. J'ai jamais été encore. Le Barbès, ce qui est bien avec le Barbès, c'est que c'est Shirley qui l'a ouvert. Donc c'est une stand-upeuse qui ouvre pour du stand-up. Tu vois un peu la démarche. Elle fait ça exprès pour, tu vois. Il y a ça. Bah non, le plus gros maintenant, en fait, ça doit être Sarfati. Madame Sarfati. Ouais, je pense. Je suis pas allé encore. C'est 19€ la place, tu vois. Ouais, c'est un peu... Un peu rush. Un peu plus rush. cher, ouais. Par contre, c'est de la qualité. T'as que des mecs ouf. Mais c'est que je crois qu'il... Enfin, c'est... comment il s'appelle déjà? Farid. Ouais, c'est Farid qui l'a ouvert. Ouais. Mais il a ouvert juste pour les mecs chauds, quoi. Ouais, en fait, il a dit... En gros, il fait un Comedy Cellar. Comedy Cellar, c'est la référence du stand-up mondial. C'est l'endroit où Louis C.K. va jouer, Dave Chappelle, tout ça. Tous ceux qui en sont vraiment chauds, ils vont jouer là-bas pour tester leurs blagues, tu vois. Mais c'est que des gens chauds de ouf. Et ben il a dit, là je vais proposer la même chose, un truc de qualité. À Paris. À Châtelet. Ouais. Il faudrait que j'y aille, tu vois. En plus la salle apparemment elle est magnifique. Ouais. C'est 20 balles quoi. 20 balles pour aller voir des gars avec qui je joue de temps en temps. Enfin, si je joue pas, je les ai vus plein de fois quoi. Après c'est du nouveau contenu. Oui, je pense qu'il y a un peu de test, mais quand t'as cette pression de il faut que je sois drôle, tu sors quand même tes hits. Tu vois, peut-être tu vas jouer 1 ou 2 minutes de test. D'ailleurs, Farid, c'est fou comment il a percé. C'était assez rapide quand même, non? 7-8 ans quand même. Ah ouais? Ouais. Ah, je pensais pas. Il a commencé à 14 piges, Farid.
Je pensais pas, je pensais que c'était il y a 2-3 ans, quoi. Non, il a commencé. Bah, après, il y a plein de trucs qui parlent de lui. Hein. Moi, j'écoutais pas mal. Il a commencé à faire des sketchs avec son cousin très rapidement, dans un contexte un peu familial. Son oncle qui le faisait monter. Et je crois que ça été tout petit. Après, c'était sa prof de français, je crois, si je me trompe pas. Genre collège, lycée. J'ai entendu ça. Tu vois, il a fait son premier spectacle avec elle et tout ça. Après, il a continué à jouer. Il a joué au Paname pendant longtemps. Il a fait On ne demande qu'à en rire. C'est vrai. Il a fait 2-3 passages, donc tu vois, ça remonte. Et après, bah, il y a eu Farid is the New Black, quoi. Et là, boum. Sur Netflix en Sur plus. Netflix. Premier stand-up français sur Netflix. C'est fou, hein. Ouais, mon gars. Peut-être un jour, Elie. Ah, j'espère. J'aimerais bien, frérot, mais il va falloir taffer en attendant. Tu vas y arriver. Et du coup, quand tu fais une scène, tu peux gagner combien? Parce que pour expliquer aux gens, souvent à Paris c'est au chapeau, c'est-à-dire que tu mettez de l'argent dans les chapeaux. Crache le pognon, c'est-à-dire que genre l'entrée est pas payante, mais la sortie l'est. Ouais, souvent c'est entrée sur conso. Tu vas au bar, tu prends une consommation comme ça, le barman qui t'accueille dans sa place, lui, il fait rentrer du monde, il gagne du pognon, quoi. Et nous à la fin, on sort un chapeau et on dit voilà, un peu comme spectacle de rue, hein, c'est le même principe, quoi. C'est voilà, si vous avez kiffé, mettez un petit peu d'argent dans le chapeau, quoi, parce que nous on gagne que cet argent-là. Et vous partagez la somme à 6, à 5 Alors il y a des endroits où ça partage pas. C'est-à-dire il y a des endroits où c'est pour la salle. Tout l'argent du chapeau. Il y a des endroits où c'est pas super bien réparti. Et vous faites le même speech, genre ça sera partagé entre nous et ça dépend. Il y a des petites saloperies comme ça arrive, tu vois. Il y a des trucs comme ça. Mais après, dans la plupart du temps, c'est le mec qui organise, qui fait la répartition. Des fois, il dit bah écoute, moi je mets 10 balles de com sur internet, donc je retire 10 balles du chapeau et le reste on se le divise. Tout à fait honnête, tu vois, il n'y a pas de problème. Des fois on fait que se le diviser, le mec est stylé, tu vois. Moi je sais que j'ai un plateau à Orléans, tu vois. Comment ça s'appelle, juste pour que les gens y aillent C'est OCC, mon gars. Ça c'est où? Orléans Comedy Club, c'est la Java Pop. Très connu, centre-ville. Ouais, très stylé, bar culturel, très très stylé, bonne ambiance, les gens sont cool de ouf. Moi je m'amuse, à chaque fois que je vais je suis content, j'essaie de ramener des potes qui sont bons dans le stand-up et qui racontent des choses, quoi. Même de Paname? Ouais, c'est que des gens de Paname quasiment. Et non, franchement, ça commence à bien prendre, les gens ils sont contents, tu vois, ça se passe bien. Ils sont généreux, les gens là-bas. Ils sont généreux. Plus qu'à Paris? Ah bah oui, de ouf. Sérieux? Bah, de ouf, mec. Pourtant, je penserais pas. Hein. Orléans, c'est une petite ville, quoi. Attention à ce que tu dis. Non, mais en fait, tu vois, genre à Paris, les gens qui viennent voir des plateaux, pour eux, c'est spectacle gratuit, tu vois. S'ils veulent payer, ils vont voir un spectacle payant. Et donc, quand ils viennent là, tu leur dis, bah, il faut lâcher un peu de... Ah, c'est pas un spectacle gratuit. Tu vois ce que je veux dire? À Orléans, je leur dis, bah, les gars, j'ai loué une voiture pour venir, tu vois. J'ai fait de la com, il y a le péage. Tu dis ça aux gens? Bah ouais, moi je suis sincère de ouf sur scène. Je leur dis, bah les gars, en fait voilà, c'est simple, moi je viens tous les mois pour qu'on kiffe tous ensemble. Tu vois, c'est ça l'idée. Et franchement, j'ai passé une bonne soirée. Souvent tu le dis à la fin, tu vois, vous avez passé une bonne soirée. Ouais. Et je leur dis, voilà, vous connaissez. Aujourd'hui, j'ai même plus besoin, je dis, vous connaissez le principe. Ouais, je fais le chapeau, lâchez un petit billet. Vous savez que moi j'ai ces frais-là, j'ai la voiture, le péage, je paye mes artistes. Et c'est complètement honnête. Enfin, c'est vrai, si je fais venir des artistes et que je leur donne 10 balles et que j'ai pris toute leur soirée, et franchement, ils pouvaient rester chez eux. Tu vois ce que je veux dire? Ils viennent pour jouer, oui, c'est vrai. Mais si on repart avec 30-40 euros, la soirée, parce qu'on part d'ici à 17h et on rentre, il est minuit. Tu vois ce que je veux dire? Tu retournes sur un taux horaire, c'est de la merde. Pour de vrai, c'est de la merde. Tu vois. Mais bon, on passe un bon moment, on prend 40 euros, tu vois, ça va. Parfois au Paname et dans d'autres lieux, tu vois, je trouvais que l'artiste qui faisait cette annonce, je sais même pas comment ça s'appelle. Le chapeau. Faire le chapeau. Il insistait trop, tu vois, et que ça devenait malaisant. Alors, du coup, ça me. Enfin, il y a plusieurs. Moi, je comprends totalement, mais en même temps, parfois c'est en fait, il y a plusieurs trucs. C'est que. Tu sais, vraiment, c'est le. Quand tu l'as fait souvent et que t'as 80 personnes dans une salle, tu vois. Ok, t'as un chapeau de 200 balles à la fin.
Ah, tu fais la division, ça veut dire genre 2-3 euros par personne. Tu dis putain les gars, vous êtes venus, nous on a écrit des blagues, c'est un vrai taf. On vous a fait rire pendant 1 heure et vous mettez 2 euros par personne. Tu vois, au bout d'un moment t'en as marre, tu vois. C'est un vrai travail. Fais pas la pince, tu les as les 10 balles, fais pas la pince. Et en même temps tu peux pas dire ça. Parce qu'en France il y a un peu un problème avec le pognon, tu vois. Donc voilà, t'essayes de les responsabiliser, de leur dire combien ça vaut. À ton avis, combien ça vaut. Et tu leur dis voilà, un spectacle. Moi j'essaie de comparer avec à Orléans, il y a un Zénith, tu vois. Et il y avait, je sais pas qui passe, 40 balles la place, tu vois. Pour aller voir un mec qui a. Voilà, il est bien, mais je sais pas qui c'est, moi. Et il va chanter pendant 1h30. Voilà, là, il y a 1 heure, avec des blagues. Franchement, j'essaie de ramener des gens de qualité, on passe une bonne soirée. Combien ça vaut ? Est-ce que ça vaut pas au moins 10 balles ? Franchement, est-ce que ça vaut pas au moins 10 balles ? Mais c'est dur de demander de l'argent en France, hein. Mais pourtant. Toi, t'as jamais senti un malaise quand tu l'as fait ? Non ? Il y a plein d'humoristes qui essayent de le sortir avec de l'humour pour que ça passe, tu vois. Mais le problème, c'est que quand tu fais de l'humour, les gens ils sont toujours dans la blague et ils savent pas si c'est vrai, s'ils doivent mettre du pognon ou pas, tu vois. Et moi, je préfère quand même avec de l'humour. Ouais, mais est-ce que tu craches plus ? C'est ça aussi le truc. Moi, j'ai plus envie de cracher, comme tu dis. Enfin, de donner de l'argent quand le gars il l'a fait de façon vraiment cool, tu vois. Ouais, bah oui, non, mais c'est relou si le mec il dit faites pas les pinces et tout. Tu vois. Faites pas les pinces, les gars, faites pas les pinces, mettez du pognon. Ouais. Encore, si c'est fait comme ça peut être drôle. Mais franchement, je comprends aussi quand c'est la 8ème scène de la semaine et que t'as rien gagné. T'as eu 2 euros. Ouais, c'est ça. Et que il faut que tu payes ton loyer à la fin du mois, tu vois. Il y a des gens, ils vivent que de ça, hein, que du chapeau. Donc, il y a plusieurs techniques. Chacun fait comme il le sent. Mais à l'inverse, ça peut être aussi beaucoup plus rémunérateur que si t'avais fait un ticket à 10 euros, quoi. Rarement. C'est rare ? Ah ouais. Franchement, à la fin, quand tu fais le calcul, t'as jamais 10 euros par personne. C'est quoi le minimum que t'aies gagné, toi ? Rien. 0 ? Des fois, tu fais 2 euros. 2 euros, ça t'est déjà arrivé ? Ah oui, je suis déjà reparti avec une pièce. Hein, tu l'as gardé ou pas ? Ah non, garde-la. C'est pas grave. Non, mais j'ai déjà eu une pièce de 2 euros que j'ai pris, tu vois. Puis il y a des fois où le mec il se retrouve avec 10 balles ou 11 balles et on est 6, tu vois. Et tu dis, garde frérot, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas grave, garde. Ok. Et le maximum que t'as eu pour l'instant, après 1 an et demi ? Le maximum, je crois que ça relève, hein, mon gars. Le maximum, ça devait être genre 40, 45. Là, t'étais content ? J'étais content. Surtout que dans 40-45, j'avais déjà enlevé les frais de transport, tu vois. Il n'y avait plus la location de voiture, il n'y avait plus le péage, il n'y avait plus l'essence. C'est plus que le SMIC, hein ? Au taux horaire. Ouais. Ouais, 45 euros. Net. Ouais, ça doit être ça. Mais je l'ai pas tous les jours. Hein. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est de l'argent. Enfin, genre. C'est sale. Ouais, c'est sale, quoi. C'est pas déclaré, rien. Non, c'est sale. Pas d'impôt. Aïe. Mais frérot, de toute façon, je suis pas du tout imposable. Mais non, il n'y a pas d'impôt, c'est vrai, il faudrait le déclarer. Mais Non, je disais pas ça. On s'en fiche. J'ai des problèmes. Non, tant mieux. Ouais, super. Non, mais après, quand tu commences à bien gagner, bah là, pour 12 balles et tout, je le fais pas, tu vois, parce que la plupart du temps, c'est quand même hier 15, tu vois. Et 15, j'étais content. Mais souvent, c'est entre 10 et 20 balles, quoi, en gros, par personne. Et quand tu y reviens, tu vois, donc ça veut dire que 10-20 balles, on est 5. 10 balles, tu vois, ça veut dire qu'on a fait 50 euros de chapeau, 100 euros de chapeau. Il y a souvent plus de 10 personnes dans la salle, hein. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire vraiment... Tu sais, on dit, mettez, ouais, genre 10 balles, c'est bien. Oui, mais c'est bien, pas si vous êtes 8 à partir et vous mettez 10 balles, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Les gens, ils ont du mal à comprendre que, pour de vrai, c'est énormément de taf et que... Vas-y, de toute façon, c'est un investissement. Un jour, on gagnera de l'argent pour ça et les gens, ils paieront des billets pour, je suis d'accord. Mais... Ça fait toujours plaisir, quoi. Mais il y a un côté quand même reconnaissance, quoi. Tout le travail mérite salaire. Donc, je me dis... Ah oui, c'est stylé quand on a un peu de sous quand même quand on part, quoi. Et du coup là, comme tu l'as dit, t'es charcutier, pardon. Ouais, vendeur au rayon italien si tu veux, parce que je fais des pâtes aussi et des burrata. Et est-ce que tu t'es fixé un ultimatum ? L'année prochaine, fin d'année j'arrête. J'aurai 2 ans de taf, je pourrai toucher mon chômage. Je vais aller essayer de grappiller le 13e mois. Oh, je sais pas, en gros il y a le 13e mois vers janvier. En février, là, il y a la prime Macron, donc je vais peut-être je vais la péter. Peut-être que je vais faire ça l'année prochaine, tu vois.
Et après, il y a la prime d'intéressement et de participation, mais de toute façon, tu touches quand même au prorata de ce que tu as travaillé. Donc... on voit le gars d'école de commerce qui calcule tout là. Donc, dans tous les cas, je pense l'année prochaine, ouais. Au moins, j'aurai mes 2 ans de... 2 ans de chômage. 2 ans de chômage. T'as le temps après... de devenir plus fort, etc. Ouais, de devenir plus fort. Et puis, ça me permettra d'être aussi beaucoup plus... Parce que mine de rien, je suis quand même claqué, quoi. Ouais. Je fais des grosses journées et tout. Et puis le week-end, j'en profite pour sortir et pas me reposer. Donc c'est con aussi, mais là au moins j'aurai du temps pour m'investir dans d'autres projets. Ouais. Tu vois, le truc à Orléans, je pourrais essayer de le faire grossir. J'ai un projet là avec un copain de faire au moins une grosse soirée à 200-300 places par mois à Orléans. Et après, j'aimerais bien essayer de le faire aussi une fois à Tours, une fois, tu vois, dans des petites villes comme ça, autour de Paname, pour que ce soit facile de ramener des artistes. Et puis comme ça, tu payes, tu vois, ça te fait un petit billet à toi, ça fait un petit billet aux artistes. Je vais essayer de me payer en cachet, comme ça, au bout de 44, si je dis pas de conneries, je crois que c'est 44 cachets, tu touches le statut d'intermittent. Voilà, tout ça. Et je pense qu'en 2 ans, si je me débrouille bien, au bout d'un moment, je vais réussir à faire le truc, quoi. Et je pense que j'essaierai aussi de trouver à droite à gauche des trucs pour aller choper des cachets, quoi. 44 cachets, ça doit se faire. Faut que j'essaye, mais ça doit se faire. Mais tu te fixes pas d'ultimatum pour le stand-up? Tu continues tant que ça marche. Jusqu'à ce que ça marche, quoi. Je lâcherai pas. Il n'y a plus moyen. J'ai mis trop de côté, j'ai trop sacrifié pour lâcher le stand-up. Il n'y a rien qui fera. Il n'y a rien. Demain, je rentre chez ma mère à Orléans, j'ai plus d'argent, je rentre chez ma mère à Orléans, je continue à écrire, je fais les allers-retours tous les jours pour venir jouer à Paris. Il n'y a rien, mon gars, qui me fera stopper. S'il faut que je me mette dans une. Là, t'as vu, ça va, ça va, on est bien à la maison, c'est cool, tu vois. Si demain je dois me mettre dans une chambre de bonne à 300 € par mois, je ferai ça. Il n'y a rien. Tu t'en fous, quoi. Il n'y a rien. Mais parce que vraiment, dans le stand-up, j'ai trouvé ce que j'aimais. C'est écrire des choses, réfléchir longtemps sur des choses et faire rire des gens. C'est tout ce que j'aime. Et ouais, tu partages, quoi. Tu partages avec des gens. Il y a quelque chose de beau, tu vois, entre les stand-uppers, tu partages, avec les gens du public, tu partages. Tu exposes un truc, tu as envie de leur dire: est-ce que vous aviez vu ça comme ça ? Est-ce que vous aviez pensé ça comme ça ? Et tu rajoutes des conneries parce que tu peux pas leur dire de fond en comble, comme ça, de brut en blanc. Tu peux leur dire: les gars, vous êtes des cons, quoi. Non, parce qu'on sépare pas l'œuvre de l'artiste. C'est pas possible de faire ça. Vous êtes cons de ouf, tu vois. Si, parce que Polanski, tu le kiffes, il est bien, il fait des bons films, hein, mais quand tu lui donnes de l'argent, il fait quoi de cet argent ? Il paye des avocats qui vont l'empêcher d'aller en prison parce qu'il a violé une petite fille. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi tu sépares l'œuvre de l'artiste ? T'es con, quoi. Tu peux pas y aller comme ça, frontalement, tu vois. Ouais. Donc t'es obligé de mettre des blagues dedans, mais derrière, t'inquiète pas. Enfin, tu vas piger le truc. Il y a un moment où tu vas te dire: ah, ok. Tu vois, moi, j'essaye de monter pour faire ça. Bon, là, j'y arrive pas, hein. Mais un jour, je serai fort et j'arriverai à le faire bien. Mais c'est ça l'idée. Et là, de 1 à 10 10. Ah non, pas la question encore. T'es à quel niveau de faire un spectacle ? De faire 1 heure ? 2. 2 ? Je suis pas prêt. En vrai, tu sais, je pourrais aller faire un 20 minutes. En fait, il y a plusieurs formats. Souvent, tu fais 8-10 quand tu es sur un plateau. Tu peux faire un 3x20. Donc, chacun, tu vas avec 2 potes, vous faites 20 minutes chacun, il y a 1 heure. Tu peux faire un 30-30. Mais là, je suis encore dans la période où je me cherche. Je suis pas encore prêt. T'as pas encore trouvé ton clown, quoi. Il est là, quelque part. Je commence à l'apercevoir de temps en temps. Tu vois, je vais dire: c'est bien ça. Ah, ça me plaît bien. Ça ressemble un petit peu à qui je suis, c'est bien. Mais si j'ai un pote qui passe juste avant moi, j'ai des potes, tu vois, des fois, je leur pique des mimiques, tu vois, je fais pas exprès. Mais je suis pas encore tout à fait moi sur scène. Dans ma plume, je suis pas encore tout à fait ce que je veux non plus. Ça viendra. Ça va venir. Mais tu sais, là, en 1 an et demi, j'ai vu déjà le progrès. Maintenant, quand j'ai des trucs, je sais si c'est à peu près drôle, pas drôle. T'écris plus facilement. Ouais. Beaucoup plus facilement. Et puis j'arrive à aborder des textes que j'arrivais pas à faire avant, quoi. Des trucs un peu sérieux, c'est compliqué. Là, c'est bon, ça commence à être un peu mieux. Faut taffer. J'espère qu'on pourra se revoir quand t'auras tes 1 heure, là. Ouais, comme ça, on fera déjà, quand je fais un 30 minutes ou un truc comme ça, je te dirais. Ok, vas-y, avec plaisir. 30 minutes, c'est bien déjà. Mais est-ce que tu sais ce que tu prévois quand t'auras ton spectacle ? Est-ce qu'il faut soi-même aller chercher une salle, ou est-ce qu'il y a des agents, des agences ? Tu peux commencer par... Il y a beaucoup de gens qui commencent par la Petite Loge. La Petite Loge, c'est un petit peu en dessous de Pigalle. C'est la plus petite salle de Paris, c'est 25 places. Je crois que j'ai vu, il y a un gars que je suis
qui passe là-bas, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Pierre Duzard. Non. Avril. Non. Paul Mirabel. Non. Ah, Mao. oublié. Hein? Mao. Non, C'est une fille. Gansi. Ah, Nordine. Ouais, Nordine. Ganso. Non, Ouais. Nordine. Nordine Ganso. Ouais. Ouais. Ah oui, déjà c'est un premier truc, tu vois. T'as 25 places, remplis-les et tu joues normalement une fois par semaine. À peu près, il y a des gens qui jouent. Paul Mirabel, il joue 2-3 fois par semaine. Remplis ça déjà pendant 6 mois. Tu vois, tous les jours. Enfin, une fois par semaine. Et puis, c'est je pense que ta première heure, tu la joues là, tu l'améliores. Ensuite, tu vas chercher et tu la rôdes, tu vois. Ensuite, tu vas chercher une place une scène un peu plus grande. Donc, tu commences par 25. Puis, en gros, je pense que ta première heure, elle va te tenir 2-3 ans, tu vois. Elle va changer, hein, mais elle va tenir à peu près 2-3 ans. Parce que tu commences dans une petite salle, après tu l'améliores, tu vas dans une plus grosse salle, ensuite... Mais tu gardes ton heure et Je pense. tu continues au fur et à mesure. Ouais, je pense. Mais au début, tu fais tout seul. Genre pour prendre la salle, pour faire la com, Ouais. c'est un travail de fou. Hein. Ouais, c'est beaucoup de taf. Ouais. Mais tu sais, s'il y a des agences qui existent, des trucs... T'as des producteurs. Genre du Monté. C'est là où il y a Fari, Panayotis, Alec Lutz. Et eux, ils te louent la salle, t'as rien à avancer, ils font la communication sur les réseaux. Et en gros, c'est clé en main, quoi. T'as juste à aller. Lui, il a juste à faire des blagues, quoi, et c'est bon. Mais pour être signé chez Intrigue. du Monté. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est ça. Hein. Mais pour être signé chez du Monté, il faut déjà être balèze, quoi. Tu vois, c'est des mecs comme Fari, Panayotis, quoi. Ouais, Et ils après- viennent te chercher, les gens comme ça. Ouais, je pense. Ouais. Comme le Jamel, comment tu fais pour aller au Jamel? Pour aller au Jamel Comedy Club, Faut se faire repérer. moi, il faut envoyer Jean-Michel Joyot. C'est lui qui tient le. Il y a Kader Aoun, Jean-Michel Joyot, il y a Jamel aussi. Et en gros, t'envoies une vidéo. Normalement, c'est à Jean-Michel Joyot. Pour la jam. Ils regardent. Si ça leur plaît, tu fais un essai. Si tu fais un essai et que ça fonctionne, peut-être t'es rappelé. Et si t'es rappelé, tu peux rentrer. Donc tu peux jouer de temps à autre. Ou tu peux rentrer dans l'équipe, quoi. Et du coup, La ouais. ouais, je sais pas comment on appelle ça. La troupe, entre guillemets. Dans Exactement, la troupe, du c'est Jamel. le bon mot. Tu rentres dans la troupe et là, t'as une douzaine de dates par mois, si je me trompe pas. Et C'est filmé, Canal+. ça, attention, ça c'est vraiment... Dans la troupe, il y a plus de gens que ce qu'on a vu à la télé. Ah, Ouais, la troupe, il y a plus de gens qu'on a vu, ouais. Là, il y a Ayoub, un copain ça fait 2 ans qu'il y est, je crois, un truc comme ça. C'est un des premiers mecs à qui j'ai parlé quand j'ai voulu faire du stand-up. Je suis allé voir. Donc, tu commences le stand-up, tu dis, je vais aller au Jamel Comedy Club, tu sais, on a tous vu. Et putain, il était fort, ce chien. Il était fort de ouf. Et à la fin, je lui dis, écoute, frérot, t'es fort de ouf. Et puis, je le vous vois, et ce connard, il me dit, déjà, tu vas commencer par me tutoyer. Je suis un mec comme toi et tout. On échange dans Insta, on parle un petit peu. Et puis après, on devait se voir un peu, et puis ça se fait pas. Et après, je rencontre Nicolas. Nicolas Et- Tepo. Ouais. Bisous, Nico. Et en fait, ils sont super potes tous les deux. Et c'était trop marrant de voir le truc, quoi. Et ouais, donc, ouais, dans la troupe, genre, je pense qu'ils sont 15-20, tu vois, facile. Et il y en a 7-8 qui passent au Jamel. Et après, les autres, ils passeront l'année d'après, sûrement. Ou pas, on sait rien. Mais, mais du coup, c'est ton action. Enfin, c'est parce que t'as envoyé une vidéo que tu passes. Et genre, il n'y a pas des agents comme au foot qui viennent te repérer dans les petites caves de Paris. Alors, franchement, s'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit j'aurais peur, moi. Je crois que j'irai pas. Ah ouais? Ah, c'est chelou. Même si c'est un mec du Jamel? Ouais, non, là, On les tu connaît, réfléchis. on connaît les noms. S'il me dit je suis lui, et qu'il te parle, tu dis ok. Si c'est Jamel qui vient et qui te parle, je dis oui, ok. C'est bon. Tu vois, mais des fois, non, parce que tu vois, il y a des gens, ils viennent, ils disent tu veux faire un 30-30 avec lui, quitter, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Il y a des gens un peu chelous, hein, parce que ça commence à faire un peu de bise. Hein. Donc il y a des gens qui veulent en profiter. C'est pas encore, ça n'a pas encore la notoriété que ça devrait avoir plus ou moins, non? Le stand-up. C'est encore nouveau, non? Ça prend un peu quand même. Il y a beaucoup sur internet. Bon, il y a encore des gens qui disent stand-up. Il y a des gens qui disent stand-up. Bon, c'est relou, tu vois. J'ai vu du spectacle de stand-up, c'était bien. Il y a des gens. Oui, aux États-Unis, tu vois, le stand-up, ça a 50 piges, tu vois. Donc ils connaissent. Tu vois, c'est classique.
Ici, pas trop. Une fois, on fait des blagues. Et j'entends derrière moi, mais pourquoi ils ont un micro? Mais parce que c'est stand-up, tu vois, il y a des trucs. Et c'est vrai qu'en vrai, c'était une petite salle, t'avais pas besoin de micro. Mais le micro, il permet de. Pour moi, la différence avec le théâtre, tu vois, c'est qu'au micro, tu peux parler normalement. Si je veux chuchoter, je peux chuchoter. Si je veux parler fort, je l'écarte, mais je peux parler fort, tu vois. Donc ça te permet d'être quand même proche de la vraie façon d'être dans la vie de tous les jours, tu vois. Alors qu'au théâtre, t'es obligé de surjouer un petit peu, de parler plus fort, donc de surjouer. Du coup, t'es moins proche de toi, tu vois. Donc le micro, c'est super important dans le stand-up. Ça fait partie de... Et ça fait partie de la tiraille. Ouais. Là, on est sur la fin. Mmh. Quel humoriste admires-tu? France ou... Peu importe. Donne-nous des noms, des trucs à aller voir, des trucs cool. Ouais, il y en a 3, 4 français que je kiffe de ouf. J'aime bien l'absurde, j'aime les gens. Il y a Roman Frécinet. Même des fois quand je parle sans faire exprès, il y a des intonations qui sont de lui, tu vois. C'est pas fait exprès, mais j'aime beaucoup trop ce type. Parce qu'il est fou, il est drôle, il est pas con, il parle de sujets qui sont intéressants. Tu sens derrière qu'il a envie de te dire quelque chose, tu vois. Mais il le fait bien. Il est trop trop fort. En plus, je le trouve ultra pédagogue. Je sais pas si j'ai déjà vu plein de vidéos de lui de Click sur Click où il raconte sa vie et tout et t'apprends plein de trucs, quoi. Et sur Click, il est même pas que drôle, tu vois. Il est intéressant et drôle. Ouais. Donc, je parle pas que de ses passages sur le plateau. Je parle de parce qu'il a fait des vidéos aussi où il raconte un peu sa vie, etc. Ouais, non, il est bien. Et puis il est intelligent, tu l'entends. De toute façon, il est intelligent. Ultra jeune, ultra intelligent, c'est fou. Ouais, non, il est très très fort. Franchement, il est très très fort. Il y a lui, il y a Yacine Bellous. Alors lui, c'est pas le mec le plus connu du monde, mais c'est un des plus talentueux. Mais vraiment trop 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 fort. C'est un peu il a une folie incroyable. Il a une plume. J'adore. Je l'ai vu retourner des salles, mais d'une force. Voilà. J'aime vraiment trop ce type-là. Il y a Baptiste Le Caplin. Tu vois, ça reste un peu dans cet univers un peu foufou. Après, il y a des gens... Naïm, anciennement Lamine Lesgade. Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est intelligent, c'est pointu, c'est piquant. Haroun, tu vois, je crois que j'aime bien ces gens-là qui sont faussement fous ou un peu fous. Ils sont piquants, ils sont intelligents, ils sont pas que drôles. Ils sont intelligents aussi. Moi, j'aime bien ces gens-là. Il y en a plein. Je suis allé voir Panayotis, tu vois, c'est un autre style, complètement un autre style. La vérité, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit, la vérité de chez vérité, je me suis dit, oui, c'est un gars de la télé, ça va pas être excellent, nanana, il est venu comme ça, on lui a ouvert des portes. C'est parce qu'il y avait des followers sur Insta. Voilà, c'était ton petit côté rageux, tu vois. Frérot, je suis allé le voir. Il a un rire toutes les 8 secondes. Il fait rire toutes les 8-10 secondes. Ça pendant 1 heure. Wow, il est excellent. Il est excellent. Techniquement, il est trop fort. Normalement, quand t'as ton heure, tu peux faire rire toutes les 30-40 secondes, c'est pas grave. Puis à un bon moment, t'accélères, tu fais 3 rires en 15 secondes, 20 secondes, tu vois. Non, lui, il avait un rythme de ouf, tellement soutenu, tellement fort. Il y a plein de gens. Franchement, le stand-up français, il est très très fort. Et après, il y a les Américains et les Anglais qui sont aussi, tu vois, il y a les grands classiques. Bill Burr, tu vois, incroyable. Bill Burr, c'est le mec, il creuse, il se met dans le trou. Et il dit, vous allez voir, je vais m'en sortir de là, je vais monter, vous allez pas savoir comment je suis arrivé. Par où je suis passé. Ouais, tu regardes, tu vois. J'ai jamais vu Bill Burr, mais je connais de nom. J'ai regardé, il faut s'accrocher un petit peu. Mais là, Paper Tiger, incroyable. Tu vois, par exemple, il commence un de ses sets en disant, il y avait MeToo, et il dit, non, ça veut pas toujours dire non. Tu vois ce que je veux dire? Il commence en rentrant comme ça, il dit, tu sais, les femmes, des fois, ils disent non, mais ça veut pas toujours dire non. Et là, il y a tout le monde qui fait wow, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Et frérot, après, il te sort un set. Tu fais, ah, le bâtard. Il m'a eu, quoi. Ah bah ouais. Et à la fin, tu te dis, bah ouais, non, ça veut dire non. Tu vois, c'est incroyable, trop trop fort. Ce type-là est incroyable. Il y a Louis C.K., c'est les grands classiques. En vérité, c'est les grands classiques. Et c'est trop fort. Les ricains, en plus, on peut les voir sur Netflix. Tu peux les voir sur Netflix. Les HBO, ils sont un petit peu de meilleure qualité. Moi, il y a un mec que j'aime bien aussi, c'est Jimmy Kerr. C'est un Anglais. Il est un peu trash. Lui, c'est quasiment que de la one line. Très très fort. Ouais, non, je sais pas. Là, j'en ai. Qu'est-ce que j'aime bien. Et des nouveaux. Des gens qu'on devrait suivre. Des copains? Ouais. Des copains, il y en a pas mal que j'aime bien. Ouais. Bah, tout le groupe Réservoir Jokes, c'est mes copains. Tu vois, ils sont vraiment forts. C'est des gars cool. Allez voir sur internet Réservoir Jokes.
Et suivez-les tous, putain. Ah ouais, ça aussi. Ouais, j'en profite. Hein. Vas-y. Mettez de l'argent dans le chapeau et suivez-nous sur les réseaux. Parce que un like, la vérité, c'est gratuit. Et ça, c'est vrai, c'est gratuit. Vous pouvez le faire, les gars. Mais ça compte de ouf. Ça compte de ouf. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai un peu moins de 500 abonnés sur Insta. Ouais. Demain, si j'ai 1000, 1500, 2000, eh ben, ça va m'ouvrir des portes pour jouer sur des plateaux. Oui. Le double, quoi. Ouais, je pense, si je suis à 2000, 3000, en vrai, à 5000, je joue partout. À 5000 followers, je peux quasiment jouer partout. Là, j'ai vu des gens, ils ont 100 000, ils jouent partout, même si c'est pas super, tu vois. Donc, je pense qu'à 2-3 000, déjà, tu sais, c'est un petit peu genre. C'est un peu ton CV. Si t'as 2000 personnes, les gens, ils disent, ah, il a un CV. Il a des. Donc, allez liker, bordel de merde. C'est gratos, les gars. Et en vrai, au pire, vous nous bloquez après, mais juste, ça nous fait un petit truc. Mettez-nous en silencieux, on s'en bat les couilles. Mais c'est important. Et au mieux, c'est une bonne surprise. C'est un truc, vous rigolez, quoi. Et au pire, vous nous bloquez. C'est pas grave. On a besoin de ces likes. On est des mendiants. Ah, il faut bien, mec. Il faut bien. Ah ouais. Alors, first step to stand up. Pas toute la vie sur Instagram. Ouais, je fais ma pub aussi. Il faut le faire, frère. C'est important. Du coup, tous les gars de Réservoir Jokes. Tous les gars du Réservoir Jokes. Puis il y a des gens avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Nico, on en parlait tout à l'heure. Nicolas Tepo. Très bon copain. Aubin, c'est un mec bien aussi. Il y a Hugh Marceau, j'en parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait d'Avril et Pierre Duzard, c'est des bons copains. Il y a des gens qui se lancent là. Ryan, très très fort. Ouais, il y a Queenka, Camille, qui va exploser aussi, qui est très très forte. Qui d'autre ? Allez voir sur le OCC aussi, parce que le OCC, c'est mon truc à Orléans. Ouais. Et j'invite que des gens que je trouve forts et que j'aime. Okay. Donc c'est important aussi. Sur Facebook, on peut trouver. Ouais, sur Facebook, OCC, et vous trouverez. Et sur Instagram, c'est OCC 45 000. Tu fais une date par mois, c'est ça ? Tous les premiers mercredis du mois, ouais, à Orléans. Ça te prend du temps d'organiser tout ça ? Et puis ça me stresse, en fait. Ouais, vu que t'es l'organisateur. En plus, tu joues ou ouais, je joue. Des fois, tu... Ouais, je joue. Je host et je joue. Mais au début, j'étais nul en host, parce que host, c'est celui qui fait l'accueil. Okay, c'est celui qui prépare un peu et qui... Ouais. C'est le mec qui doit mettre une bonne ambiance pour que les gens, les stand-uppers qui viennent après, soient chauds et que le public est déjà chaud. En gros, tu peux commencer, quoi. Parce que le premier à passer, c'est compliqué souvent. Donc si t'as un bon host, si tu fais ça bien, normalement, le premier qui passe, c'est tranquille. Ouais, ce sera toujours pas le plus facile, mais ça ira, quoi. Et c'est pas la même chose que stand-upper. Tu fais moins de blagues, c'est plus dans l'interaction, au théâtre, il y a le 4e mur, tu vois, ou au ciné, il y a un 4e mur. T'es pas dans le film, et au théâtre, le spectateur n'interagit pas avec ce qui se passe sur scène. Dans le stand-up, c'est différent. Dans le stand-up, on doit casser ce 4e mur. Donc tu dois leur parler, leur dire ça va, leur dire, pas les vanner pour pas les bloquer, mais tu vois, leur poser des questions, ok, comment, et ça, nanana, et faire des petites blagues quand même pour les chauffer un peu, les faire crier, les faire, tu vois, ça libère de l'endorphine, tout ça. Et après, on lance, quoi. Et ça, c'est un travail qui est dur à faire au début. Au début, j'étais éclaté de ouf. Et plus le temps passe, plus ça va, quoi. Plus ça va. Bon, c'est toujours pas la folie. Mais c'est mieux qu'avant. Il reste 3 dernières questions. Dis-moi. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu pour faire du stand-up ? Ou même dans la vie, si tu as envie. Le meilleur conseil dans le stand-up, c'est sois fou. Vraiment le truc de sois fou et... Libère-toi. Ouais, sois fou. Sois fou. Sois fou et après, tu verras ce qui se passe. Mais d'abord, sois fou et après, tu regarderas. Lâche-toi, quoi. Et à quel moment tu pourras te dire que tu as réussi ? À part l'Olympia. Il y a l'Olympia qui compte, franchement. Je viendrai te voir à l'Olympia. Je ferai des places. Ça reste entre nous. Mais... faire une belle salle, ce serait bien, tu vois. Genre, Olympia ou. Je sais pas. Tu vois, déjà, si j'arrive à faire un Montreux ou un truc comme ça, ce serait bien. Montreux Festival, c'est en Suisse. Ouais. C'est un peu une reconnaissance quand t'es passé au Montreux, c'est que tu performes déjà. Mais en vrai, il y a plusieurs étapes, tu vois. Si là, j'arrive à faire des Barbès Comedy Club ou des PCC, des Paname Comedy Club ou du Jamel Comedy Club, déjà, ce sera une bonne première étape. Ça veut dire que, ok, on n'y est pas loin, tu vois. Ouais. Après, si j'arrive à faire mon heure et à remplir mon heure dans une salle un peu cool, c'est bien.
Tu vois, si t'arrives à remplir tout le temps 300, 400 places, 200, 300 places déjà, c'est bien. Et après, faire des exceptionnels, justement, Olympia. Quand j'arriverai, mon objectif, Vas-y. quand j'arriverai à vivre de ça, que du stand-up. Voilà. Je m'en fous, 2000 balles par mois. C'est pas je trouve pas ça prétentieux, 2000 balles par mois, mais 2000 balles par mois en faisant des blagues, voilà, c'est mon objectif, il est rempli. Même si je fais toute ma vie une petite salle, mais 2000 balles par mois, c'est bon, je prends. Voilà, c'est ça l'objectif. Dernière question, je vais te donner une liste de mots. Enfin, j'ai préparé 5 mots. Ok. Et tu me dis ce que tu t'en penses. Mhm. On commence ? Ouais, je t'écoute. Copy Comics. Attention. Je développe ou je dis juste un mot? Non, comme tu veux. Comme tu veux attention. Maintenant, les gens, ils sont devenus fous. Est-ce que tu peux réexpliquer vite fait l'histoire ? Copy Comics, en fait, bon, pour faire rapide, il y a une époque où en France, on se permettait d'aller prendre des blagues aux Américains. En gros, tu vois, il y a pas mal de gens qui sont tombés, Gad Elmaleh. par exemple. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Et non, mais voilà, il y a des gens qui sont tombés parce que franchement, c'était un peu comme ça à l'époque. Et les Américains, ils viennent pas jouer en France, ils ont des bonnes blagues, on les prend. En gros, c'est comme ça, tu vois. Et après, on s'est rendu compte que des fois, ça le faisait aussi avec des Français, tu vois. Il y a eu des histoires un peu sombres où il y a des gens qui sont un peu connus et qui piquent des blagues à des gens pas connus, tu vois. Et moi, je sais à quel point c'est difficile d'écrire une blague. Je me dis, putain, si un mec demain, il vient me piquer ma blague, c'est chaud. Et puis là, du coup, on est rentré dans un truc où dès qu'on a une blague qui ressemble un peu à une autre blague, les gens ils disent attention, tu l'as volée. Tu vois, il y a un petit truc. Une méfiance maintenant. Ouais, il y a un petit truc qui pue comme ça, tu vois. Là, tout à l'heure, on parlait vite fait de Michael Jackson, Séparer l'œuvre de l'artiste, tu vois, c'est un de mes sketchs, et un de mes sets. Et en creusant sur ça, je me suis dit, ah putain, Séparer l'œuvre de l'artiste, ça marche que avec les artistes. Parce que, genre, si t'es plombier, ça marche pas. Tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui sait pas. Et donc, je commence à jouer ça au Barbès. Et il y a un mec qui voit ça. Et qui va voir un copain à moi qui dit... Enfin, en fait, il va dans une autre scène et il dit à un mec, et pas de chance, c'est un de mes potes, enfin pas de chance ou de la chance, quoi. Il lui dit, ah, Ellie, il a volé une blague de Blanche Gardin. Et Blanche qui est très très forte, je sais pas si t'étais là, mais Blanche Gardin, waouh. Il a piqué une blague de Blanche Gardin. Et en fait, Blanche Gardin, elle fait ça sur Roman Polanski, dans un truc d'Oscar, je crois. Et elle fait avec un boulanger. Mais en fait, moi, c'est à force de creuser, et en fait, je suis arrivé sur ce truc-là, tu vois. Je me Au suis même dit, point. ouais, c'est pas l'œuvre de l'artiste. Ah, mais ça marche avec les artistes. C'est pas si compliqué à aller chercher, tu vois. Et donc le gars, il dit, ouais, Ellie, il a volé la blague. Mais en fait, j'ai pas volé. Et à la place de dire, ah, Ellie, il a volé, viens me le dire à la fin, tu vois. Dis-moi, ah putain, fais gaffe, ça ressemble un peu au truc de Blanche. Il m'aurait dit ça, je serais allé voir le truc de Blanche et j'aurais pu jouer. Et c'est ce qui s'est passé. Quand mon pote, il m'a dit, attention, ça y ressemble. Et j'ai dit, ah putain, je suis allé voir. Effectivement, ça y ressemble. Je joue pas. Tant pis, je joue autre chose. Donc faut faire attention. Ça met un petit climat. Et du coup, Copy Comics, c'est un mec qui a décidé de créer une chaîne YouTube et de mettre en parallèle le sketch de l'américain et le sketch du français. Ouais, et il y a des trucs, c'est marrant, ça se ressemble pas mal. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien. Tu trouves ça bien qu'il ait fait ça ? D'ailleurs, on sait toujours pas qui c'est, non ? On saura pas. Faut pas savoir, de toute façon, faut pas savoir. Il y a Kairon, j'aime beaucoup aussi, on en parlait. Il y a Kairon et Baptiste Le Caplin, il y a pas mal de gens qui ont dit que c'est eux. Et je suis quasiment sûr que non, quoi. Mais c'est forcément un mec qui connaît le milieu depuis longtemps. C'est un mec qui connaît le milieu. Mais parce que franchement, pour trouver les passages comme ça, à mon avis, c'est un fan de stand-up. Ultra chaud, quoi. Ouais. Bah après, le truc, franchement, quand moi j'ai commencé à mettre au stand-up américain, je dis putain, mais ça je connais. Et après tu regardes, tu vas voir Copy Comics, tu dis ah ouais, bah oui, c'est normal que je connais, je l'ai vu en français avant de le voir en anglais. Ah ouais. Deuxième mot ? Allez, vas-y. Agriculteur. Pourquoi ? Tracteur, vas-y. Okay. Siècle. 21ème, on est bien, hein. Argent. Faut que j'en vive, bordel de merde. Mettez de l'argent dans le chapeau, bande de chiens. Et on finit, pas toute la vie. Moi, j'ai toute la vie pour faire du stand-up. Toute la vie. Merci beaucoup, Ellie. Merci à toi. À la prochaine, mec. Ouais, de ouf. Parce qu'on m'a demandé de faire un discours. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ?
Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. On en discute, je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien. Et de rien, car rien, c'est pas rien, la preuve, ben, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Bon, 2 fois rien, c'est pas beaucoup, d'accord. Mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Bon, maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, rien multiplié par rien égale rien, 3 multiplié par 3 égale 9, ça fait rien de 9. Bon, allez. Parlons d'autre chose, parlons d'autre chose. Parlons de la situation, tenez, parlons de la situation, sans préciser laquelle. Si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions. Nous en étions conscients, car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui, d'ailleurs. Si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? D'ailleurs, je vous signale entre parenthèses que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare.